Vous allez entendre quelques extraits du livre de Mariette Bermowitz, Mindele, une vie, mémoire d'une enfant rescapée de la Shoah. Allemagne 2005. La fête d'Annalésia. Nous sommes en avril 2005, fête grandiose, décor somptueux. C'est l'anniversaire d'une tante de Wilhelm, mon compagnon. Wilhelm est allemand. C'est la première fois que je vais en Allemagne. Après le repas, nous sommes conviés à un hommage à la tante de Wilhelm sous la forme d'une projection vidéo préparée par son deuxième fils, médecin comme elle. Elle est assise au premier rang de la salle. Ses petits-enfants tirent les pans de sa robe chatoyante tout en se disputant son attention. J'essaye en vain de comprendre leur allemand. Puis la musique commence. Chants et mélodies choisis en rapport avec les différentes époques de sa vie où elle apparaît dans la vidéo. Tout d'abord, des accords doux et tendres pour le bébé Annalésia étendu nu sur un tapis en peau d'ours. Tout le monde rit. D'autres images de famille suivent. Et tout cela semble innocent jusqu'à ce que la photo suivante s'affiche. Là, on voit une Annalésia âgée de 14 ans, souriante, flirtant avec la caméra comme si c'était un amoureux. La musique change. On entend une marche militaire et Annalésia se tient debout fièrement dans son uniforme des jeunesses hitlériennes, une croix gammée cousue au bras gauche. À ce moment précis, je revois une scène. J'ai 4 ans, je suis blottie tout contre mon père. Ça fait des jours que nous nous cachons, attendant que cesse la sourde rumeur qui emplit le bas de la rue. J'ai mal au ventre, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je me mets à pleurer. Une femme me dit d'arrêter de pleurer ou alors elle me donnera à eux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Popa, lui, sait très bien. Il secoue la tête et me dit que non, ça n'est pas vrai. Puis il me prend dans ses bras et me porte jusqu'à la remise dans l'arrière-cour. Il trébuche dans le noir tandis que je continue à sangloter. À travers la grille, j'entends le pas lourd des soldats qui remontent la rue. Puis, je vois des bottes levées à l'unisson, des armes qui se balancent de gauche à droite. Je vois le symbole qui se trouve maintenant sur le bras d'Annalésia. Il est noir et blanc avec plein de rouge. On rallume les lumières. Les invités se replient vers la farandole de dessert. Je dis à Wilhelm, le spectacle est terminé. Rentrons à l'hôtel. La couette, tissu de mémoire. J'explose. Je ne peux pas accepter ça. Je vais écrire à Annalésia et lui dire à quel point j'ai été bouleversée de la voir en uniforme nazi. Ce n'est pas tant qu'elle ait fait partie des jeunesses hitlériennes, mais devait-il l'exposer lors d'une fête ? Cette nuit-là, à l'hôtel, Wilhelm sent une migraine arriver et va se coucher tôt. On est si bien sous cette couette, dit-il en fermant les yeux. Tout à fait pareille à celle que ma mère avait sur son lit quand j'étais enfant. Ma mère aussi avait une couette. Elle faisait partie du trousseau qu'elle avait apporté de Pologne. C'est la seule chose que je possède qui fut sienne un jour. Une couverture faite de tissus disparates, reliant tous les membres de la famille. La maison, la chaleur, l'amour, la tradition, tout cela cousu ensemble. Ce cadeau sacré du passé me rappelle que ma famille vécut un jour. Qu'elle sut rire et aimer dans des maisons qu'elle chérissait, en Pologne, en France et en Belgique. En 1942 et 1943, ils furent effacés de la surface de la terre. Mais ma couette, cousue à l'aveuglette, a survécu à l'ordre et à la logique d'Hitler. Elle a survécu. Des bouts de tissu, reliés à travers le temps, résistant à la destruction comme mes souvenirs. Łódź, Pologne, 1938, le mariage de Zisla et Abraham. Ma mère, Zisla, prénom qui signifie douceur en yiddish, était une épouse rencontrée par annonce. La vie n'était pas facile à Łódź. Zisla Zinger gagnait sa vie comme cuisinière dans une famille polonaise. C'est ainsi que, quand son cousin Jankel, qui vivait en Belgique, lui écrivit au sujet d'un veuf à Bruxelles qui avait 3 enfants, elle n'hésita pas, elle saisit sa chance. Elle mit son trousseau de draps brodés à la main et de thé d'oreiller dans sa couette de duvet qu'elle roula et noua avec des cordes. La pratique était aussi ancienne que celle des nomades qui serraient leurs maigres biens à l'intérieur des literies et des couvertures qu'ils emportaient dans leur voyage. C'était une belle couette, cousue pour l'occasion par les femmes de la famille.
C'était la coutume pour la famille de la fiancée, en ce temps-là, de coudre une couette comme part de sa dot. On s'asseyait en cercle pour symboliser la continuité de la vie et de l'espoir, et on choisissait des morceaux d'étoffe récupérés dans le vieux panier à couture. On ne jetait jamais rien. Les morceaux provenaient de l'ourlet d'une robe, de la manche d'un vieux corsage, de ce qui restait d'un vieux fichu ou peut-être d'une vieille robe de chambre fatiguée. On triait et on assemblait les morceaux au rythme des aiguilles qui tintaient contre tous ces dés. Les mains habiles des femmes dansaient parmi les bouts de tissu. Tandis qu'elles dessinaient et arrangeaient les morceaux hétéroclites en autant de tableaux harmonieux, on aurait dit qu'elles cueillaient des fleurs pour composer un bouquet et attribuer chaque morceau à un membre de la famille. Elles riaient et racontaient des histoires. Comment le pantalon de Yossele avait été rapiécé à cette place que l'on ne nomme pas, et comment Gittel avait brûlé son tablier, ou encore combien de fichus Rivka avait perdu. Un jour, gris et froid de février 1938, Zisla fit ses adieux à sa famille chérie et à sa terre natale. Elle fit le voyage seule, pelotonnée contre sa couette dont elle avait fait un ballot contenant ses draps de coton brodés à la main, ses oreillers, napperons, nappes qu'elle avait décorées avec amour de fleurs et de ses initiales. Détournant son regard du paysage hivernal qui défilait, elle sortit de son sac la photographie de son futur mari et de ses enfants. Les filles, Esther et Rebecca, âgées de 15 et 14 ans, étaient d'une grande beauté. Zélik était plus jeune. Il avait l'air frêle et triste. Il semblait assez grand pour s'occuper d'eux-mêmes, et cette pensée la rassura. Elle regarda avec plus d'attention la photo de son Abraham. Il avait 42 ans et il présentait bien. Sa femme avait été tuée en traversant la rue. Un chauffeur avait perdu le contrôle de son véhicule, la heurtant avant qu'elle n'ait pu atteindre le trottoir. Après la période du deuil, son ami Yankel, un tailleur de Liège, l'avait convaincu de rencontrer sa cousine Zisla. Yankel pensait qu'il ferait un bon couple. C'était bien sûr au rabbin d'en décider, mais Yankel écrirait une lettre d'introduction. Un shider, un contrat de mariage en yiddish, fut conclu. Des lettres et des photographies furent échangées d'un côté et de l'autre. Au bout d'1 an, tout était arrangé. Zisla Zingler serait sa femme. Il était tailleur et plutôt doué si l'on en croit les lettres que Yankel avait adressées au rabbin. Yankel dit aussi qu'il attendait avec impatience sa nouvelle femme. Des rumeurs de guerre couraient et la vie devenait de jour en jour plus difficile. Mais il l'assura qu'elle ne manquerait de rien. Je me demande quel était l'état d'esprit de maman. Quelles furent ses pensées quand elle laissa tout derrière elle pour se rendre dans un pays qui devait lui sembler aussi éloigné que la lune. Comment imaginait-elle cet homme qui devait être son mari? S'inquiétait-elle? Se demandait-elle s'il la trouverait assez séduisante? Yankel n'avait-il pas omis de dire au rabbin des choses qu'il fallait savoir? Avait-elle dans son cœur quelques craintes secrètes tandis qu'elle se blottissait contre sa couette avec les chansons et les mots d'amour cousus dans les coutures? J'imagine que ma mère fredonnait tout au long de ces longues heures de train les chansons que les femmes chantaient quand elles étaient assises ensemble le soir pour coudre sa couette de mariage. Elles ont sûrement plaisanté et l'ont taquiné au sujet de sa nuit de noces. Je peux seulement imaginer son visage d'une pâleur de marbre rosir sous l'effet du rouge qui lui montait aux joues. Je me demande si elle a vu des soldats en traversant l'Allemagne au cours de ce voyage en train depuis la Pologne. Des armées faisaient l'étalage hypnotisant de leurs pompes grandioses. A-t-elle entendu les foules tonner leur allégeance à l'homme qui revendiquait son droit à être le leader d'une race de maîtres? Ou bien Zisla, la douce Zisla, avait-elle d'autres pensées? Elle devait se demander si elle reverrait jamais ses frères et sœurs ainsi que ses cousins. Elle était sans doute rassurée à l'idée que son cousin Yankel de Liège rejoindrait son train. Liège n'était pas loin de Bruxelles après tout. Yankel connaissait Abraham et parlait de lui en termes élogieux. Cela aussi devait la réconforter. Se chantonnait-elle un air dans la tête en pensant à ses futurs enfants? Tandis qu'elle tissait ses rêves, souriant à un petit Moïchelet imaginaire sur ses genoux, elle ne pouvait se figurer la tragédie tapie dans l'ombre. Mon père m'a dit plus tard combien elle espérait avoir un enfant, surtout un garçon. La douce Zisla, rêvant d'un bébé, tandis qu'elle était assise à écouter le rythme du train qui tanguait sur les rails, eut un enfant. Mais c'était une fille. Bruxelles, 1938, ma naissance.
Je suis née en décembre, 9 mois après leur mariage, à l'hôpital Saint-Pierre, rue Haute, un mois de décembre exceptionnellement glacial. Je ne connais pas les détails de ma naissance, mais Popa m'a dit un jour, lors d'une des très rares discussions sur le sujet, pourquoi j'avais une légère bosse de chaque côté du visage. Tu ne voulais pas sortir, alors le docteur a pris ses outils et t'a tiré au dehors. Tu as toujours été têtu. Mon certificat de naissance semble avoir été une affaire compliquée. Mon père voulait m'appeler Mindele, un prénom yiddish, mais selon la loi belge, seuls les prénoms chrétiens étaient légaux. Je devins donc Mariette. Toutefois, Popa ne m'appelait que rarement Mariette, réservant ce prénom pour les occasions où il me faisait une remontrance, quand je faisais quelque chose qui lui déplaisait. Au lieu d'élever la voix, il roulait le R de Mariette, avertissement guttural qui ne requérait nulle répétition. Zisla aimait sa nouvelle famille, tout particulièrement Esther qui, à 18 ans, était devenue plus une sœur qu'une fille. Esther l'aidait non seulement aux tâches ménagères et aux soins du bébé, mais elle lui faisait découvrir la ville lors de leurs excursions dans les vieux quartiers de Bruxelles. Bruxelles 1942, la fuite par les toits. Les troubles causés par l'occupation nazie devaient susciter une angoisse indicible à ma mère. Étrangère au pays étranger, elle qui ne parlait pas la langue. À la maison, elle chantait de douces berceuses polonaises pour m'endormir. J'entends toujours la voix cristalline de ma mère, tandis qu'elle me tenait tendrement dans ses bras, l'odeur du lait se mêlant à son parfum. Je me souviens comment elle me tenait fort. Une fois, serrée contre elle, debout à la fenêtre, nous regardions la pluie crépitante sur les toits, frappant des coups de mauvais augure à la fenêtre. Je levais les yeux vers l'immense drap gris suspendu au-dessus de la ville et je demandais « Maman, qu'y a-t-il au-dessus du ciel ?»« Encore plus de ciel, dit-elle. »« Mais maman, où est la fin ?»« Il n'y a pas de fin, murmura-t-elle, me tenant tout contre elle. » C'était novembre. Dans quelques semaines, j'aurais 4 ans. Un grand silence régnait à la maison. Tout semblait immobile. On aurait dit que Frida pleurait plus que d'habitude, et quand maman me prenait dans ses bras, elle pleurait aussi. Je ne savais pas ce que Popa et maman se disaient à voix si basse. Je me demandais où Esther et Rebecca avaient disparu. Je ne revis plus jamais Zélik non plus. Il rentrait toujours de l'école ou du travail et ensuite nous dînions ensemble. Je commençais à avoir faim en haut dans le grenier avec Popa. Il était en train d'achever un travail qu'il devait apporter au magasin, rue Haute, avant Shabbat. Le ciel au-dessus de la rue Haute était gonflé de neige. Il n'y avait pas de chauffage dans l'appartement et nous portions de gros pulls. La nuit, nous dormions tous ensemble dans le grand lit sous la couette que maman avait apporté de Pologne. Cela nous tenait chaud, même si mon souffle devenait une fine brume quand je passais la tête par-dessus les bords. J'étais avec Popa dans le grenier pour que maman puisse faire son travail en bas à la cuisine où Frida dormait. Le toit était en pente et parfois je grimpais sur l'échelle jusqu'à la lucarne pour regarder par-dessus les toits, et je voyais la flèche de l'église. Le monde extérieur semblait vaste et infini. Il faisait tellement plus chaud dans le grenier grâce à la chaleur qui montait des appartements du dessous. Tandis que je jouais, assise avec les morceaux de tissu que Popa m'avait donnés, j'entendais la petite Frida qui pleurait et maman qui essayait de la calmer. Soudain, des voix fortes retentirent dans l'escalier. Il y eut des cris et des gens qui couraient. Papa se dépêcha d'enlever l'échelle qui menait jusqu'à notre appartement. Il la tira et referma la trappe qui servait de porte, la verrouillant. Nous verrouillant hors du monde d'en dessous. Il porta l'échelle jusqu'à la lucarne et ouvrit la fenêtre. Le froid et la neige s'engouffrèrent à l'intérieur. Popa me souleva jusqu'au toit, me tenant très fort. Puis, il retira l'échelle et referma la lucarne derrière lui. Nous étions debout, tout seuls, sur le toit, considérant d'en haut la ville. Bruxelles était recouverte d'un voile blanc. Popa me saisit par la main et chuchota « Tiens-moi fort parce que nous allons courir !» Tandis que nous démarrions, il marmonna dans un souffle « Juden raus !» Les Juifs dehors. Ce n'est que des années plus tard que je compris la signification de « les Juifs dehors ». Mais il me faudrait toute une vie pour prendre la mesure de la détresse que causa à mon père cette décision de fermer la trappe ce jour-là. Une décision qui ruinait tout ce qu'il avait aimé et ce pourquoi il avait vécu, hormis l'unique enfant qu'il entraînait avec lui. Nous nous frayâmes un chemin jusqu'au bout de la rue, là où les trains disparaissaient sous une passerelle avant de pénétrer dans la gare du Midi.
Nous avions souvent été à la gare quand nous prenions un train pour aller rendre visite à Yankel, le cousin de maman, qui habitait à Liège. Un train entrait maintenant en gare, et nous parvînmes, d'une façon ou d'une autre, à grimper dans une voiture en queue, alors que le train repartait lentement, laissant derrière nous Bruxelles, maman, Frida, Esther, Jean, Rebecca, Zélik. Je ne les reverrai jamais plus. Heidi Shemame, sie macht doch siehst die ganze Welt. Heidi Shemame, hoi wie bitter, wenn sie fällt. Liège, 1942, chez Mina. Comme la nuit tombait, la température chuta. Les réverbères jetaient un halo tremblotant sur les trottoirs recouverts de neige. Popa, frissonnant de froid, accéléra le pas, serrant ma main très fort pour ne pas me perdre dans la foule. Il m'enveloppa de son pull qui pendait sur moi comme une cape, les manches nouées autour de mon cou afin que je ne le perde pas. Nous courûmes dans les rues latérales moins peuplées où il faisait plus sombre. Popa toussa et s'arrêta pour reprendre haleine. Finalement, nous atteignîmes le perron de la maison de son cousin Yankel. Popa jeta un coup d'œil furtif autour de lui et sonna, se voûtant comme s'il avait voulu disparaître. Personne ne répondit, et il sonna une fois encore. Cette fois-ci, une voix s'éleva de derrière la porte. « Qui est-ce » Mina ouvrit la porte. Elle avait l'air en colère, mais elle nous laissa entrer. Popa me poussa devant lui et nous suivîmes Mina jusqu'à l'étage supérieur. Un soir que nous nous cachions dans la maison de Mina, j'avais faim, mais n'osais pas en redemander car il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Popa me consola en me donnant une partie de sa nourriture. Mais j'avais toujours faim, et mon estomac gargouillait tellement que je ne pouvais pas m'endormir. Alors, un peu plus tard, tandis que tout le monde dormait, je me glissai sans bruit hors de la chambre et descendis à la cuisine. Il y avait de la lumière. Mina était assise à la table, la tête dans ses mains, et elle parut stupéfaite à ma vue. Je lui désignai la nourriture qui se trouvait à côté d'elle sur la table et demandai si je pouvais en avoir. « Non », dit-elle. Mais je continuais à mendier quelque chose à manger. Et peut-être me suis-je mise à pleurer car soudain elle me saisit par le col et me jeta dehors sur les pavés glacés en claquant la porte. Je me blottis dans l'embrasure de la porte en sanglotant. Il pleuvait, j'avais peur du noir, j'avais peur du bruit des bottes qui battaient le pavé de la rue. Quand les soldats apparurent, ils portaient un drapeau rouge avec un cercle blanc autour et une croix noire dont toutes les extrémités étaient inclinées. Les soldats portaient le même emblème à leurs bras, et l'emblème bougeait chaque fois qu'ils levaient le bras. J'étais si terrifiée que je commençais à voir d'étranges choses. Je vis le rouge du drapeau se transformer en gouttes de sang qui tombaient sur la neige blanche. Les croix sur les bras semblaient voler dans l'air en torsade, éclaboussées de sang. Je pensais qu'ils venaient pour moi. À ce moment-là, tout s'évanouit dans le noir. Ce qui arriva au cours des jours suivants me sauva la vie. Je m'éveillais au son de voix qui chantaient. Il faisait si noir que je ne voyais rien. Je me redressai et touchai un bord de métal d'une main et un mur froid de l'autre. Puis je me mis à hurler de désespoir. La porte s'ouvrit laissant passer un rayon de lumière vacillante et des ombres commencèrent d'entrer en flottant dans la chambre. Il y avait de la musique aussi, et des sons étranges. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Des visages entouraient mon lit, des visages désincarnés encadrés de boîtes en carton blanc avec de longs voiles noirs. C'était comme si des lunes palpitaient autour de moi. Quand la lumière fut allumée, je pris conscience que les créatures fantomatiques étaient en fait des femmes vêtues de noir, portant ce qui me sembla être des casques blancs sur la tête. La dame de la lune discutait avec animation dans une langue que je ne comprenais pas, mais leur voix était comme de la musique. De leurs robes émanait un étrange et doux parfum. Quand celle qui se trouvait le plus près de moi ouvrit ses bras et sourit, je cessai de pleurer. J'avais été placée dans un couvent de Mater Dei à Banneux, Notre-Dame. Des années plus tard, j'appris que c'était Sarah qui m'avait portée au couvent.
Sœur Cécilia, murmuraient les nonnes pendant qu'elles me prenaient dans ses bras. Sœur Cécilia, la mère supérieure, s'exclama. Mais c'est un cadeau de la Vierge, cette petite. Nous allons bien nous en occuper. Elle pensait que j'étais un cadeau de la Sainte Mère. En 1933, un miracle avait eu lieu dans les environs de Banneux, un village situé près de Liège. La Vierge Marie était apparue à une jeune fille nommée Mariette, et depuis lors, des foules de touristes avaient visité la petite chapelle parmi les pins odorants construites pour commémorer l'événement. Sœur Cécilia semblait savoir que le nom inscrit sur mon acte de naissance était Mariette, un concours de circonstances. L'une après l'autre, les nonnes me soulevèrent dans leurs bras et chuchotèrent leurs noms à mon oreille. Clotilde, Reine Marie, Chantal, Lucie, Marguerite. À présent, j'étais Mariette. À la maison, tout le monde m'appelait Mindélé, mais dorénavant, mon nom serait Mariette de Jésus, un nom que sœur Cécilia choisit pour moi. Elle n'expliqua pas d'où je venais aux autres enfants qui fréquentaient l'école du couvent. Je m'adaptai rapidement à la nouvelle sonorité de ce nom. Tous les sons autour de moi étaient nouveaux et étrangers. Sœur Cécilia semblait très gênée que je ne sache pas parler français. Elle était totalement étrangère au yiddish dans lequel je lui répondais. Elle essaya son flamand rudimentaire avec moi, mais cette tentative ne sembla pas plus concluante. Quand elle se rendit compte que je lui parlais en yiddish, elle se fit encore plus attentive et elle dit « Il faut lui apprendre le français à cette petite aussitôt que possible ». Le couvent de Banneux Notre-Dame était aussi un internat catholique, de l'école primaire au collège. Bien que je ne fusse pas assez âgée pour entrer au cours préparatoire, sœur Cécilia me présenta à quelques élèves plus âgés auxquels elle assigna la mission d'être mes mentors. On leur dit que j'étais une orpheline et que je resterai au couvent jusqu'à ce que l'on trouve une famille qui m'adopte. Les filles, obéissant sans aucun doute à leur instinct maternel naissant, jouaient avec moi à tour de rôle dans la grande cour derrière les salles de classe. L'une d'entre elles, Julie, était tout particulièrement protectrice. Elle savait combien sœur Cécilia se préoccupait de moi, s'enquérant constamment de mes allées-venues, m'écartant souvent du groupe sans raison. On avait dit à Julie de me conduire immédiatement au parloir principal si l'on entendait venir des soldats en voiture ou à moto sur la route de gravier qui menait au couvent. Ces tactiques devinrent un jeu qu'on appela cache-cache. On s'y exerçait en diverses occasions. Sœur Cécilia me conduisait dans la chambre à coucher des nonnes. Il y avait un très grand panier près du lit et elle me disait de grimper dedans. Je ne devais pas parler, sinon Julie découvrirait ma cachette. On m'ordonnait de rester là de longs moments. Mais je savais que quand sœur Cécilia retirerait le couvercle, il y aurait un délicieux morceau de chocolat dans sa main et que Julie jetterait un coup d'œil depuis la porte. Un après-midi, alors que sœur Cécilia observait notre petit groupe de loin, sa petite silhouette fermement ancrée sous l'arcade en ciment sculpté qui menait au couvent, son regard gris acier balaya la cour. Puis, elle dévala l'escalier et courut vers nous. Les écolières essayèrent de ne pas rire en la voyant agitée, dans l'air, les manches noires de sa robe qui se gonflaient, manquant de trébucher, et criant « Ma petite Mariette, viens vite, j'ai quelque chose à te montrer !» Rayonnante de plaisir d'être ainsi distinguée, tandis qu'elle m'emmenait prestamment dans les couloirs du couvent, je laissais mes camarades de jeu se demander ce qui pouvait bien arriver cette fois-là. Sœur Cécilia décida que malgré mon jeune âge, je n'avais que 4 ans, je devais aller dans la classe de CP de sœur Marguerite. Mais elle devait tout d'abord m'apprendre le français. Son regard exprimait la détermination quand elle prononça d'une voix profonde, sonore. « Voilà, ma petite, on commence la leçon dès maintenant. » Chaque jour, après le petit déjeuner, sœur Cécilia faisait son entrée dans le réfectoire et on s'asseyait à l'écart. S'il faisait beau, on allait au jardin. J'aimais aller au jardin où sœur Marguerite parlait à ses plantes et à ses fleurs quand elle se penchait vers le sol pour enlever les mauvaises herbes. C'était son passe-temps favori. Loin de ses obligations d'enseignante et d'intendante du personnel de l'établissement, sœur Marguerite portait le même nom que les fleurs qu'elle soignait, les blanches marguerites. Elle était aux petits soins avec elles, les arrosant délicatement avec son arrosoir, caressant leurs feuilles humides et murmurant des prières quand elle les coupait pour composer des bouquets d'une beauté à couper le souffle qu'elle disposait en offrande gracieuse sur l'autel de la chapelle. Je regardais et j'écoutais, et c'est ainsi que je développais un amour pour les mots. Apprendre le français devint un jeu.
Sœur Cécilia désignait les objets et chantait les mots tandis que je les répétais. Sa voix était pareille aux petites cloches que j'entendais à la chapelle. Elle pouffait exactement comme moi quand je butais sur certains sons. Je voulais absolument nommer tout ce que je voyais. Sœur Cécilia me faisait comprendre tout cela pendant que je sautillais, descendant les couloirs, regardant, intriguée, les feuilles rondes percées très haut au-dessus des portes. « Ça, c'est un œil de bœuf. » Je pensais qu'elle disait des sottises. Julie m'avait montré le bœuf énorme qui paissait dans le pâturage derrière la cour de l'école. Pourquoi sœur appelait-elle cette fenêtre un œil de bœuf ? Mes sœurs disaient que c'était le nom de cette sorte particulière de fenêtre. J'appris que les noms étaient donnés aux objets parce qu'ils ressemblaient à d'autres choses et qu'ils donnaient lieu à des histoires intéressantes. Une autre fois que j'étais dans la chapelle en admiration béate devant la lumière qui filtrait à travers les vitraux, sœur Cécilia passa ses doigts sur les panneaux de la porte d'entrée et s'exclama « Mais comme c'est sale !» Je ne cessais de répéter « sale, sale, œil de bœuf, fière de pouvoir enfin dire ces mots compliqués avec l'approbation souriante de sœur Cécilia. Quand sœur me demanda de répéter ce que j'apprenais, je criai « Sale, sœur !» Elle fit une pause un instant en entendant ma réponse, semblant choquée, puis elle éclata de rire. Voyant que j'amusais tant la sœur, je continuais de répéter « Sale, sale, sœur !» Stimulée par sœur Cécilia, je le disais à chacune des sœurs que nous rencontrions dans le vestibule. Elles me regardaient les yeux ronds. Mais puisque je tenais la main de sœur Cécilia, je me sentis soudain courageuse et j'ajoutai « Bonjour, sale sœur !» Nous arrivâmes finalement à la cuisine où sœur Clotilde était à peine visible derrière les grosses bouilloires fumantes posées sur la table en chêne. « Ah, tiens, voilà sale sœur Clotilde !» pouffa sœur Cécilia, et les deux sœurs éclatèrent d'un rire incontrôlable. J'aimais sœur Clotilde. Être capable de prononcer son nom était une récompense en soi, car cela m'avait demandé quelques efforts. Quand je le prononçais tout à fait comme elle avec son accent flamand, elle me cueillait dans ses bras et me faisait tournoyer tout autour de la cuisine. Elle s'arrêtait devant les placards où elle rangeait les ustensiles de cuisine et ouvrait un tiroir où elle cachait ses friandises. Alors, elle me tendait une barre de chocolat Côte d'Or. Il avait l'emballage le plus beau que j'ai jamais vu. J'essayais de ne pas déchirer l'image de l'éléphant d'or sur le papier marron. Quand un peu de chocolat fondait et barbouillait mes doigts, sœur s'exclamait ravie. « Oh, les sales petits doigts !» Elle me regardait lécher le chocolat de mes sales petits doigts, puis elle disait, avec son accent flamand, comme si elle faisait démarrer son moteur, « D'accord, Mariette, ne dis rien à personne !» Je rayonnais de fierté en m'appuyant contre sa coiffe blanche amidonnée et je lui donnais un baiser, laissant une marque brune de chocolat sur ce blanc le plus pur. Un soir, à l'heure du coucher, pendant qu'on me racontait une histoire avant de m'endormir, sœur Reine-Marie dit que j'aurais bientôt une chambre à moi. Elle m'assura qu'elle se trouvait juste à côté du dortoir des sœurs et qu'il ne fallait pas pleurer. Je pleurais cependant, un flot de sanglots terrible, parce que j'avais peur qu'elle veuille que je m'en aille. Alors la sœur me donna le nom de mon ange gardien, celui qui me protégeait, disait-elle. Je cessai de pleurer et demandai « Mais pourquoi je ne peux pas le voir ?» Il y a des choses spéciales que souvent l'on ne peut pas voir, mais on peut les sentir. Je songeai à ces paroles pendant un moment. Bon, alors papa et maman sont ici, n'est-ce pas ? Elle détourna la tête de mon oreiller avec un oui étouffé et s'en fut chercher un autre livre. Banneux, hiver 1943. Inquiétude de l'occupation et magie de Noël. Noël approchait et le début de ma deuxième année à Banneux aussi. Pendant l'hiver très froid de 1943, les sœurs étaient inquiètes car les troupes allemandes approchaient. Des bruits couraient que très bientôt, elles parviendraient jusque dans les couvents pour s'y approvisionner en nourriture et produits de première nécessité. Ils poseraient des questions au sujet des enfants et de l'école. Sœur Cécilia arpentait les longs couloirs en tenant son rosaire. Elle récitait ses prières à voix haute, puis s'arrêtait et se retournait pour regarder derrière elle, comme si quelqu'un lui avait tapé sur l'épaule. Les carillons même de la grande horloge en bois de hêtre du vestibule semblaient la faire tressaillir. Elle oubliait que je marchais à ses côtés. Quand je tirais sur sa longue robe noire pour attirer son attention, elle me regardait en souriant et disait « Oh, ma petite Mariette, si tu savais !»
Les sœurs apportèrent 2 boîtes magnifiquement enveloppées, portant chacune le nom d'une élève tracé en lettres dorées sur une étiquette, et les disposèrent au pied de l'arbre. Quand sœur Cécilia me montra la boîte au ruban rose avec mon nom, je me mis à sauter, à gambader, à danser autour de l'arbre. Hors de moi, tant ma joie était vive. Je mourrais d'envie d'ouvrir ma boîte si joliment enveloppée. Mais sœur Cécilia dit qu'il y avait un autre cadeau pour moi sous l'arbre. Je le trouvai en lisant mon nom parmi toutes les autres boîtes qui brillaient, entassées sous les guirlandes étincelantes. Il ne me fallut pas longtemps pour reconnaître le M audacieux suivi des autres lettres de mon nom. Les enfants emporteraient leurs cadeaux chez eux quand ils partiraient en vacances d'hiver. J'avais peur de ne pas pouvoir ouvrir mes cadeaux parce que je ne savais plus où se trouvait ma maison. Alors sœur Cécilia dit que je passerai les vacances avec sœur Reine-Marie et sa famille dans une ville qui s'appelait Theux. La fièvre de la fête atteignit son apogée quand les élèves, revêtus de leurs blouses amidonnées et de leurs uniformes à carreaux, entrèrent l'une derrière l'autre dans la pièce. Il régnait une humeur sombre quand nous nous assîmes tous pour réciter nos prières. Mais quand de somptueux plats de nourriture furent posés sur les tables, les rires et gloussements de plaisir fusèrent de toutes parts. Sœur Clotilde, les joues roses, rayonnantes, s'exclama « On mange, les enfants !» Tout le monde se tourna vers sœur Cécilia en quête de son approbation, mais elle restait introuvable. Elle avait été appelée au parloir. Monsieur M, le portier, était venu lui dire que le haut commandement allemand visiterait le couvent dans l'après-midi. Je fus rapidement expédié à Theux, où vivait la famille de sœur Reine-Marie. Les roues de la vieille voiture crissaient sur les routes glacées fraîchement recouvertes de neige, tandis que son frère, Henri, conduisait à travers la forêt de pins. Henri connaissait bien le col, mais maintenant il se sentait mal à l'aise avec l'occupation allemande et les arrestations récentes qui avaient eu lieu dans un village voisin. Quand nous arrivâmes enfin à la petite maison accueillante à la périphérie de la ville, Henri poussa un cri de soulagement. La famille nous attendait, dehors, et, me soulevant dans ses bras pour me faire sortir de la voiture, il dit « La voilà, la voilà !» Le frère de sœur Reine-Marie et sa femme avaient 2 enfants. Yvette avait 11 ans et Yvon, 9 ans. On leur avait dit que j'étais une orpheline et pour me faire plaisir, ils me firent disparaître avec eux dans la chambre de jeu. Je me sentis immédiatement part de la famille. Ma chambre se trouvait juste à côté de la leur, elle sentait les aiguilles de pin. Les enfants avaient posé, en cadeau sur l'oreiller, une ravissante chemise de nuit à motif de bouquets de roses et myosotis. Puis la belle-sœur de sœur Reine-Marie me donna un cadeau dans une boîte enveloppée de tant de couches de papier que, tout d'abord, je pensais que la boîte était vide. Mais ensuite, je la découvris tout au fond. Une belle poupée allongée sur un minuscule coussin de dentelle. Elle était revêtue de l'une de ces splendides tenues qui l'accompagnaient dans une valise miniature et avait l'air d'une apparition, ne ressemblant en rien à ce que j'avais pu voir jusque-là. Ses joues étaient roses, ses yeux d'un bleu profond, ses cheveux une volute soyeuse formant une auréole autour de son visage délicat. La finesse de ses lignes lui conférait une qualité supérieure à tout ce qui est humain. Je ne pouvais cesser de la contempler, et je ne pouvais pas la mettre par terre. Je lui donnai le nom d'Yvette, la nièce de sœur Reine-Marie, et cette nuit-là, je la mis sous les draps et m'endormis, cramponnée à l'un de ses petits bras. Depuis lors, Yvette était ma précieuse possession. Au cours des années de guerre qui suivirent, je la tenais si près de moi que c'était comme si elle était devenue un appendice de mon corps. J'étais heureuse à Theux. À la fin des vacances, quand sœur Reine-Marie dit qu'il était temps de rentrer à Banneux, je ne voulais plus quitter ma nouvelle famille. Sœur promit que je reviendrais. Fréture, Belgique 1944, fuite et survie pendant l'occupation. La ville de Banneux était recouverte de neige en ce mois de février 1944 quand les sœurs Leloup vinrent me chercher. Sœur Cécilia et moi attendions dans le parloir quand 2 passantes s'arrêtèrent pour admirer les délicates stalactites qui pendaient des branches de l'arbre près du portail de l'entrée. Sœur Cécilia dit en les désignant « Tu vois ces 2 dames qui regardent les arbres ? Ce sont mes sœurs. Je pense que nous devrions courir à leur rencontre, toi et moi. » Elle me fit cela vite fait dans mon manteau et mes chaussures, et elle s'élança dans le couloir, me tirant derrière elle comme une poupée de chiffon. Quand le concierge nous vit arriver, il ouvrit grand la porte et nous fûmes précipités dans le froid mordant. La neige était glissante sous nos pieds. Sœur faisait des signes de la main et criait « Marie, Marthe, nous sommes ici !»
tandis que ses manches flottaient au vent comme un drapeau. Je pouvais à peine voir les visages des 2 femmes cachées dans leurs longs manteaux et leurs chapeaux de fourrure et qui riaient en venant à notre rencontre. L'une d'elles dit « Tu n'as pas du tout changé, Jeanne, tu cours comme si tu étais encore une enfant. Tu n'es même pas correctement vêtue pour l'extérieur. Tu vas attraper la mort avec ce froid, et alors on ne pourra même plus te rendre visite. Oh, mais c'est si bon de te voir en si belle forme. » C'est alors qu'elles me virent, silhouette minuscule, rendue encore plus petite par toute cette neige qui m'environnait. Je les regardais, les yeux grands ouverts. Celle qui portait un joli manteau caressa ma joue et dit d'une voix douce « Oh, mais elle est si petite et si jolie !» Nous nous fîmes un sourire, et elles me soulevèrent dans leurs bras en me balançant d'avant en arrière contre leurs longs manteaux. Alors que nous rentrions à toute vitesse dans la chaleur du parloir, toutes 3 riant joyeusement de ce rire qui sonnait comme les cloches du carillon, j'ignorais que sœur Cécilia leur avait demandé de me prendre avec elle dans leur petit village. Les Allemands faisaient des perquisitions et je n'étais plus en lieu sûr au couvent. La vie des nonnes et des enfants était en jeu. Les nonnes nous attendaient à l'intérieur, et l'arôme du café fraîchement préparé et du lait chaud emplissait la pièce. Une nappe brodée recouvrait la table, sur laquelle on avait posé les confitures de sœur Clotilde, un panier de croissants, la porcelaine et le service à café en argent. Après avoir mangé, sœur Cécilia dit qu'elle avait quelque chose de très important à me dire, et elle m'assit sur le petit canapé. Elle me regarda avec des larmes dans les yeux et dit « Ma petite Mariette, il va falloir que tu nous quittes bientôt. » Dans l'heure qui suivait, je quittai les lieux avec Marthe et Marie. Seule Cécilia m'assura que je reviendrais à Mater-Dei, mais je n'en étais pas sûre en voyant que les nonnes pleuraient, alignées dans le large escalier d'ardoise à l'entrée, tout en me faisant des signes d'adieu. Le souvenir de leurs silhouettes noires surmontées de leurs coiffes blanches est resté figé dans mon esprit comme autant de points noirs d'exclamation. C'est ainsi que nous partîmes pour les Ardennes, dans le sud de la Belgique. Marthe tenait ma main, Marie portait ma valise, Thérèse, la plus jeune, nous attendait pour nous accueillir à la maison. Les Leloup n'étaient pas mariés, et elles avaient dans la trentaine. Leur père avait non seulement été le maître d'école du village de Fréthur, mais aussi son archiviste et son érudit résident. Leur maison était devenue le foyer de la musique et de la culture. Notre périple dans les Ardennes fut long et périlleux cet hiver-là. Pendant le trajet en train, il y eut de fréquentes pannes. À chaque fois qu'une sirène se déclenchait, les lumières baissaient et on s'arrêtait dans un crissement de roues. Par bonheur, il ne se passa rien. Il n'y avait pas de train direct pour Fréthur, petit village niché dans une vallée à quelques heures de route de l'Allemagne. Marie et Marthe me portèrent chacune à leur tour, jusqu'à ce que nous arrivions à la maison où des amis nous attendaient avec une voiture. Mais à ce moment-là, il apparut que le chef de famille, Oscar, avait reçu un appel urgent et ne pouvait pas nous prendre en voiture. On chuchotait tout autour, et de nombreux regards furtifs furent lancés dans ma direction. Marthe dit d'une voix douce, comme une plume caressant mon oreille. « Ne t'inquiète pas, Mariette. Tante Marthe et tante Marie trouveront un moyen d'arriver à la maison. » Ceci, et le fait qu'elle se donnait le nom de tante, m'inspira confiance. Elle essuya mes larmes et je m'endormis, lové dans ses bras. Oscar revint plus tard et dit qu'il nous emmènerait à Fréthur cette nuit même. Des années plus tard, j'appris qu'il était un saboteur dans la Résistance. Ils installaient des barrages routiers et faisaient sauter les trains et les ponts à la dynamite pour empêcher les Allemands d'avancer. Oscar fut tué un peu plus tard cette année-là dans une mission de ce genre. Fréthur était ensevelie sous la neige. Je vois encore Thérèse, debout sur le perron dans le froid glacial, tenant son chat noir et blanc dans les bras, attendant avec anxiété le retour de ses sœurs. Ce fut une réunion pleine de larmes. Thérèse s'était fait du souci, craignant que notre retard ne soit dû à un accident, aux soldats, à des mines ou à des bombes. Les jours suivants furent remplis de tant de surprises que je n'eus pas un moment pour regretter Banneux, ni même penser à ce que j'avais laissé derrière moi. À mes yeux d'enfant, la vieille maison de pierre ressemblait à un château que j'avais vu dans l'un des livres d'histoire que sœur Cécilia me lisait. J'avais coutume de m'endormir en l'écoutant décrire le lieu où elle avait grandi, raconter comment elle montait et descendait les marches de pierre de l'école vieille de plusieurs siècles quand elle était enfant. Je pensais que seul un château pouvait être aussi vieux. Je pensais que je vivais dans un château enchanté. Je me perdais en allant de chambre en chambre, explorant les possibilités du long couloir qui reliait les quartiers d'habitation à la cuisine, domaine de Thérèse, qui se trouvait à l'arrière de la maison. Le four voûté en briques occupait pratiquement tout le mur de derrière.
C'est ici que, utilisant les dernières mesures de farine disponibles à Fréture, j'appris comment on faisait le pain. Thérèse m'avait donné un petit moule et m'avait dit de faire exactement comme elle. Bientôt j'eus une série de menues petites miches alignées dans le four à côté des grosses. « Oh, maman, regarde mes petits-enfants peints !» dis-je en prenant ses mains et la poussant tout près du four pour qu'elle puisse voir mes créations miniatures. J'avais appelé Thérèse maman, et depuis ce moment-là, Thérèse se sentit ma maman. Il y avait un lien tacite entre nous quand elle disait « Oui, maman est très fière de sa petite fille ». L'odeur du pain attira Marie et Marthe à la cuisine. Thérèse montra du doigt mes œuvres. « Montre à tante Marthe et à tante Marie ce que tu as fait. » Je dis gaiement « Mon autre maman et ma petite sœur Frida seraient fières de moi aussi. Et il y a aussi du pain pour Papa et Esther et Rebecca et Zélique. » Je ne savais pas encore que ma mère et ma petite sœur étaient probablement mortes, ni que mes sœurs aînées étaient dans des camps en Pologne, le pays qui avait été autrefois leur patrie, leur pays natal. À ce moment-là, dans cette cuisine, emplie de l'odeur merveilleuse du pain chaud, je les avais imprégnés de vie et d'espoir. J'avais recréé ma famille pendant que je préparais des miches croustillantes de pain bis. Je ne vis pas Marthe s'essuyer les yeux, ni Marie devenir soudain pâle. Et quand Thérèse, qui était à présent maman, entonna un chant exubérant, commandant à chacun de venir s'asseoir à la table de la cuisine. « À table, mes enfants, le dîner est prêt. À table, mes enfants, cette maman a faim. » Je cessais de penser à mon autre famille qui ne reviendrait pas dîner. Quelquefois, Marie réprimandait Thérèse, lui reprochant de me gâter, disant qu'il était grand temps pour moi d'apprendre à lire et à écrire avec les autres enfants de l'école. Thérèse répondait que j'étais encore trop jeune, mais Marie insistait. Et bientôt je rejoignis les autres enfants au premier rang de la première classe dans la vieille école. J'étais timide et je restais distante vis-à-vis des autres enfants. Parfois je pleurais sans raison et les autres enfants me regardaient sans comprendre. À l'heure de la récréation, quand les enfants sortaient pour leur demi-heure de liberté, je cherchais refuge auprès de Thérèse et bien contre mon gré, elle me raccompagnait en classe. Un jour, elle me présenta à une fille qui s'appelait aussi Mariette. Cette Mariette était un peu plus âgée que moi, et parce qu'elle était beaucoup plus grande que nous toutes, elle marchait voûtée. « As-tu des frères et sœurs » me demanda-t-elle. « Ma mère vient juste d'accoucher d'un bébé, une fille. » Je voulais lui parler de ma sœur, bébé Frida, mais je ne pouvais en placer une, car cette Mariette ne cessait de parler de la ferme où elle vivait et des corvées qu'elle avait à faire. Puis, elle prit ma main et me conduisit jusqu'au milieu de la cour de récréation pour m'apprendre à sauter à la corde et à jouer à la marelle. Sa main semblait de porcelaine, si fragile dans la mienne que plus tard, je demandai à Thérèse de l'inviter à la maison à dîner parce que je pensais qu'elle n'avait pas assez à manger chez elle. Bien que Mariette et moi soyons devenus proches, on m'avait dit de ne jamais parler de ma famille, mais plutôt du grenier et de la cave de Fréture. Le soir, après que la vaisselle avait été faite et rangée, Marie me donnait une petite ardoise et un morceau de craie. Sous son œil attentif, je m'exerçais à former les lettres complexes de l'alphabet, les faisant tenir entre les lignes. Marie veillait à ce que je ne prenne pas de retard par rapport aux autres enfants. Je commençais donc à copier tout ce qui était en vue. Je copiais les noms des boîtes de conserve alignées sur les étagères dans la cuisine de maman, apprenant à épeler jusqu'à ce que je maîtrise les publicités les plus compliquées. Les premiers jours de septembre amenèrent un froid féroce. Le feu des mitraillettes grondait à travers la vallée. Mais l'espoir se répandait depuis que nous avions reçu des nouvelles du débarquement américain en Normandie ce mois de juin-là. Toutefois, personne n'osait parler trop haut, car il y avait encore des Allemands partout. Le 10 septembre, j'étais dans la classe avec tante Marie qui attendait que le reste de ses élèves arrivent, quand maman entra soudain en hurlant de joie. « Ils arrivent, ils arrivent !» Nous sortîmes en courant. Le village tout entier était dehors pour les accueillir, criant « Les Américains sont arrivés, les Américains sont arrivés !» Maman se signait et battait des mains en disant « C'est un miracle, c'est un miracle !» Elle me dit que les soldats étaient nos sauveurs, qu'ils venaient d'Amérique, un pays de l'autre côté de l'océan. C'était un miracle la façon dont ils avaient atterri sur les plages de Normandie et avaient traversé la France en combattant pour finalement arriver et libérer notre village. « 1er septembre 1944, le jour de mes 6 ans.
Nous allions nous mettre à table quand on sonna à la porte. Tout le monde resta silencieux. Tante Marie se dirigea vers la porte en s'exclamant « Mon Dieu, mon Dieu !»« Oui, monsieur, oui, monsieur, entrez !» dit-elle en conduisant un homme étrange et une femme à la cuisine. Je regardais fixement les vêtements en lambeaux qui pendaient en flottant autour du corps de l'homme. Comment ces haillons pouvaient-ils le protéger du froid et de la neige ? Il était si émacié que ses yeux avaient l'air de gros trous noirs. La femme était blanche comme une morte. Tante Marie les invita à s'asseoir à table. Le café n'était plus qu'un souvenir du passé, mais elle apporta des tasses remplies d'un liquide chaud et noir appelé chicorée. Quand l'homme me vit, il couvrit ses yeux de ses mains osseuses et se mit à pleurer. Son corps était secoué de sanglots. Quand il cessa finalement de pleurer, il étendit une main vers moi, puis, étouffant un sanglot, il dit « Mindele, mein Kind »« Mindele, mon enfant » en yiddish. Cela faisait trop longtemps que personne ne m'avait appelé Mindele. J'avais peur de m'approcher de lui. Je ne le reconnaissais pas. J'avais oublié le passé. J'avais oublié mon papa. Il me tendit un petit paquet et attendit que je l'ouvre. Il avait réussi à m'apporter une petite poupée qui avait l'air si fragile que j'osais à peine la prendre. « Merci, monsieur. » Je ne compris pas pourquoi il se remit à pleurer. Ils ne restèrent qu'une nuit. On me dit qu'il ne cessa de pleurer tout le temps qu'il resta à la maison. Je pleurais aussi. Je pleurais parce que j'étais terrifiée à l'idée qu'il me prenne avec lui. Mais la seule chose qu'il voulait voir, c'était ma marque de naissance rouge sur ma jambe gauche. Je hurlais en baissant la chaussette qui me montait jusqu'au genou pour lui montrer la marque grâce à laquelle il m'identifiait comme Sa Mindele, l'enfant qu'il avait sauvé. Plus tard, j'appris que sœur Cécilia à Banneux lui avait donné mon adresse et que tous deux avaient marché pendant des jours, sautant parfois dans un tramway. Je ne peux imaginer l'espoir qui l'avait conduit à tenter un tel exploit, risquant sa vie pour voir le seul enfant qui lui était resté d'une famille de 5 enfants. Mi-décembre 1944, fuite au village de Baclin sous les bombardements. Vers la mi-décembre, l'écho des mitraillettes se fit entendre dans les forêts de sapins des Ardennes. L'armée allemande, qui avait battu en retraite jusqu'à la frontière, avait réorganisé ses troupes et avançait, une fois de plus, dans la région. Fréthur fut repris par des soldats allemands pour leur servir de quartier général. Ils voulaient l'école aussi. Tout survenait à la fois, semblait-il. En premier, les bruits des voitures et des camions, puis les voix fortes qui criaient dans une langue étrangère, et enfin la cloche de l'entrée qui sonnait, faisant écho tout au long du couloir de marbre. Je me souviens de maman, tenant ma main si fort qu'elle me faisait mal. Elle me fit monter à l'étage, dans la chambre à coucher, et me dit de rester là sans faire de bruit. Elle alluma une bougie et la plaça sur la cheminée pour me tenir compagnie, pendant qu'elle-même serait en bas avec Marie. Les soldats avaient apporté tout un arsenal de radios, mitraillettes et conteneurs qu'ils devaient entreposer dans la salle de classe de tante Marie. Quand ils demandèrent de la nourriture et des couvertures, maman leur montra l'office derrière la cuisine. On me dit qu'ils allaient rester ici et que je ne devais jamais être seule avec eux. Les tantes craignaient qu'on les interroge à mon sujet. Elles avaient peur que mes cheveux bruns, mes yeux marrons et mon teint mat n'éveillent des soupçons. Tante Marie entra, les bras pleins de manteaux, chuchota quelque chose à l'oreille de maman et s'enfuit vers la porte d'entrée. Leur amie Yvonne nous attendait dehors sur sa vieille charrette tirée par son cheval fidèle et probablement l'un des derniers du village. Dans la charrette, Yvonne et maman parlaient en wallon, le dialecte local de la région. Cela me rendait malheureuse de ne pas comprendre ce qu'elle disait, mais j'étais enchantée d'aller rendre visite à Louise à la place. Louise avait 13 ans et me considérait comme sa petite sœur. Sa famille tenait le café-restaurant au-dessus du village. Il y avait toujours beaucoup d'activités là, et ma présence ne serait pas remarquée quand je jouerais dans la grange avec les autres enfants. Ils pensaient que je serais en sécurité avec Louise pour quelques jours pendant que les tantes emballaient leurs affaires pour déménager dans le presbytère. On m'avait dit de ne pas courir dehors à cause de toutes les voitures et des soldats qui circulaient dans les parages. J'aimais par-dessus tout le chien, Bobby, avec son manteau noir luisant et sa queue bouclée. Un jour, alors qu'il s'enfuyait vers la route, je courus après lui.
Au moment où je le rattrapais, une voiture pleine d'Allemands s'arrêta à quelques mètres. L'un des soldats sortit de la voiture et m'appela. Je savais que je n'étais pas censé parler aux étrangers, mais il était trop tard pour faire marche arrière vers la grange. Alors, juste au moment où le soldat en uniforme noir commença à parler, je vis Louise accourir vers moi. Elle se mit entre moi et le soldat et me gifla en criant « Je t'avais dit de ne pas courir sur la route !» Elle se tourna vers l'officier et lui dit que sa petite sœur n'écoutait jamais et qu'un de ces jours, elle allait se faire tuer. Sans attendre la réponse, elle me saisit par les épaules et me fit rentrer dans la maison. Je rentrai à Fréthur le lendemain. Les soldats n'étaient plus à la maison, mais maman et tante Marie avaient fait leurs valises. Il devenait très dangereux de rester dans l'école. Les voisins déménageaient, eux aussi, dans les caves où ils pouvaient se protéger des bombardements imminents. Quelques jeunes gens avaient été arrêtés. On les avait questionnés au sujet du maquis ou des combattants clandestins, puis exécutés. Nous descendîmes vers le presbytère avec un voisin qui poussait une charrette remplie à ras-bord de nos affaires. En arrivant dans la cour, nous vîmes une voiture noire garée à l'extérieur. Tante Marie trouva cela étrange parce qu'il y avait beaucoup de neige sur les routes et bien des dangers également. Elle dut sonner la cloche 2 fois avant que la porte ne s'ouvre. Le visage du prêtre était aussi blanc que le col qui entourait son cou. Derrière lui se tenaient 2 officiers allemands. Avant que tante Marie n'ait le temps de présenter ses excuses, l'un des Allemands prit sa main et nous invita à se joindre à lui et aux autres à la cuisine. Le père du prêtre et sa tante étaient debout, raides, contre la table de la cuisine. J'essayai de me cacher derrière un pan de la robe de monsieur le curé. « C'est qui, cette petite ?» L'un des officiers s'approcha de moi, les yeux rivés aux miens. Sans hésiter, tante Marie dit « Une petite fille que nous avons adoptée. »« Ça m'a tout l'air d'un enfant juif ?» répliqua-t-il dans un français parfait. Je me mis à pleurer. Alors l'officier plongea la main dans sa poche et me tendit une friandise. Tante Marie me poussa du coude pour que je prenne le bonbon. « Merci, monsieur. » Il se tourna vers l'autre officier et lui indiqua la porte. Avant de sortir, il se tourna et dit « Nous reviendrons. » Dès qu'il fut parti, monsieur le curé nous dit de descendre dans la cave parce que les autres officiers l'avaient averti que le combat aérien causerait de grandes pertes. C'était la veille de Noël. Maman prit une nappe d'un panier et sortit quelques-uns des précieux bocaux des réserves qu'elle avait cachés dans un coin reculé de la pièce. Il y avait du pain, mais il était gluant et spongieux, presque immangeable. Maman n'était pas personne à se plaindre, mais avec un profond soupir, elle se mit à parler des miches croustillantes qu'elle avait coutume de faire quand elle avait encore de la farine. Quelqu'un alluma des bougies, et bientôt le son des prières emplit l'atmosphère. Les mains jointes, nous fîmes nos prières en rendant grâce pour ce que nous avions, et quelque part, au-dessus du sol, un air familier se fit entendre. Les soldats chantaient « Stille Nacht et Tannenbaum ». Les bombes tombaient jour et nuit. Nous ne pouvions même pas monter à l'étage pour voir la lumière du jour. Armés de couvertures et de vêtements chauds, nous vivions reclus dans le sous-sol, survivants de pommes de terre bouillies et des bocaux de soupe soustraits à leur cachette, en espérant que les bombardements ne se rapprocheraient pas. On se serrait les uns contre les autres sous les couvertures et on ne se déshabillait pas parce que, même avec 2 couches de pull, le froid nous transperçait jusqu'à la moelle. Nous sommes restés dans le sous-sol jusqu'à ce que nous soyons contraints d'évacuer, le 2e jour de la nouvelle année. Face à l'avancée des forces alliées, les Allemands évacuaient les villages tout en tentant de sauvegarder leur position stratégique. Ils tenaient particulièrement à expulser les gens des caves afin de les occuper eux-mêmes. Les soldats s'acharnaient à tenir en arrière les Américains et menaçaient ceux qui étaient trop lents à quitter leur maison. Ils hurlaient des ordres à l'intérieur des maisons et lançaient des grenades à travers les fenêtres. La mère de mon amie Mariette fut tuée par un shrapnel qui la frappa alors qu'elle tentait de récupérer quelque chose de la cave. Mariette était assez près pour être témoin et voir sa mère tomber pour ne plus jamais se relever. Nous fûmes obligés de nous joindre à une longue file de gens, certains en charrette, la plupart cependant fuyant à pied vers le village de Baclin. Nous avons mis des jours pour parvenir à Baclin car nous devions sans cesse chercher à nous abriter pendant les attaques aériennes. On nous dirigeait vers des granges ou bien des maisons abandonnées.
Quand nous parvînmes finalement à Baclin, nous trouvâmes un abri dans une cave non éclairée où s'étaient aussi réfugiées plusieurs familles. Les bombes tombaient dans la campagne tout autour de nous. Certaines, si près que nous étions en mesure de compter jusqu'au moment où elles exploseraient d'après le sifflement inquiétant qui se produisait avant l'impact. Ça éclatait comme des feux d'artifice. On ne savait jamais à quel moment elles allaient s'écraser sur nous. Maman Thérèse me tenait sous une couverture, et quand le plâtre commença à tomber, je crus que nous allions être tous enterrés vivants. Un soldat allemand blessé fut transporté dans notre cave. Son bras s'était déboîté. J'étais si près de lui que je pouvais sentir l'odeur du sang. Monsieur le curé sortit en rampant de sa cachette le temps de le couvrir d'une couverture et de lui administrer les derniers sacrements. Le soldat mourut en marmonnant une prière. On entendait des prières dans l'obscurité de tous les coins de la cave. Les voix s'élevaient au-dessus du plâtre qui tombait, se joignant en un moment d'espoir éperdu. Pendant ce temps, non loin de là, Allemands et Américains se massacraient sur le champ de bataille de Bastogne. Cette bataille mit fin à la guerre en Europe et resta gravée dans la mémoire sous le nom de bataille de la Bulge. De retour à Fréthur, c'est face à un tableau de totale désolation que nous nous retrouvâmes. Des piles massives de pierres faisaient ressembler le lieu à un cimetière monstrueux. Des morceaux de bois, provenant de vieilles poutres, saillaient à travers les décombres tels des bras tordus. Des cadavres d'animaux jonchaient le champ de neige. Là où se dressait l'école autrefois, il n'y avait plus qu'un plancher et des embrasures de portes et de fenêtres. Les fenêtres, comme des orbites géantes, regardaient fixement dans le vide. Tante Marie et maman se pressaient tout autour, cherchant à retrouver n'importe quel objet reconnaissable. Elles poussaient des cris de joie quand l'un de leurs trésors réapparaissait derrière une porte cassée. Lentement mais sûrement, la vie reprit. Un jour, un soldat américain, souriant, me donnant une barre de chocolat Mars. Maman me réprimanda, parce que je faisais la grimace. Mais je n'aimais pas l'odeur, et je pensais que la chose gluante et sucrée qui était fourrée à l'intérieur me collerait aux dents pour toujours. J'étais toutefois reconnaissante pour l'approvisionnement en nourriture, même si cela signifiait revoir un peu ses goûts. Vers avril 1945, les oiseaux lançaient leurs trilles et une douce brise répandait la chaleur dans toute la maison. Nous logions au presbytère, dans les grandes chambres à l'étage, et tante Marie préparait ses leçons au bureau dans la bibliothèque. Cela prendrait du temps avant que l'école et la classe adjacente ne soient à nouveau en état de fonctionner. On avait débarrassé une vaste pièce voisine du presbytère qui servait d'office pour en faire une salle de classe temporaire. Un jour, que j'étais assise sur les marches de pierre à l'extérieur de la maison à regarder les oiseaux et goûter la douce brise, maman me fit signe de venir au jardin. Je sautais le long du chemin à côté d'elle, à travers les vestiges de plantes fanées et de débris de verre pas encore déblayés, songeant que j'allais l'aider à concevoir un nouveau jardin. J'étais tellement occupée par les idées que j'allais partager avec elle que je n'avais pas remarqué qu'une voiture s'était arrêtée devant le presbytère et que plusieurs personnes étaient entrées dans la maison. Tante Marie vint à la grille du jardin et me demanda de venir immédiatement. « C'est le papa qui arrive. » Ce fut le jour où maman me dit que mon père était de retour pour me ramener avec lui. Mon cœur cognait dans ma poitrine, tandis que je courais vers le presbytère, sans prendre garde à tous les débris qui jonchaient le chemin. Je trébuchais et tombais sur un tas de verre brisés. Quand je voulus me relever, je ne pouvais plus bouger ma jambe. Ce dont je me souviens encore, c'est de Gilbert, le frère du prêtre, penché au-dessus de mon genou, essayant de retirer les éclats de verre. Le sang coulait le long de ma jambe, ce qui, dit Gilbert, était bien. Mais je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à la douleur. Et là, je revis le soldat à Baclin et son sang, et comment il était mort dans la cave avec nous autour. Gilbert essayait en vain de me faire rire en imitant un clown. Quand mon papa vint me voir, j'étais enveloppée de pansements. Il posa une main osseuse sur ma tête, comme pour me donner une bénédiction, et remercia chacune des personnes rassemblées dans la pièce. Je me mis à pleurer. Alors il se mit à pleurer lui aussi. Gilbert dit qu'il me conduirait à Liège lui-même, épargnant à mon papa un long trajet encore. Ce serait plus facile comme ça, dit-il. Mon genou cicatrisa rapidement en dépit de mes prières pour retarder la guérison aussi longtemps que possible.
J'étais terrifiée à l'idée de quitter Fréthur, la seule maison que j'ai connue au cours des dernières années. Et il y a une photo de moi prise à Liège où l'on me voit, assise en souriant, à côté d'un soldat américain, serrant ma précieuse poupée Yvette contre ma poitrine. Nous étions dans la maison de Yankel, où mon papa s'était caché presque toute la guerre. Le soldat américain était Ira Rothenberg, un cousin éloigné qui parlait yiddish avec mon papa. Ira apportait des nouvelles de ma tante Rivka, la sœur de papa, à Brooklyn. Rivka avait envoyé un émissaire pour apprendre ce qui était arrivé à la famille. Les nouvelles qu'Ira rapportait en Amérique seraient tristes, mais il était arrivé à temps pour fêter Pessah, le premier Pessah depuis la fin de la guerre. Tout le monde se réunit autour de la grande table. Yankel et Sarah, sa belle-fille, avec la petite Andrée sur ses genoux. La mère de Sarah, Madame Goldman, était là, ainsi que son frère Jean et ses sœurs jumelles. Yankel était assis à la tête de la tablée avec Popa. Tous les yeux étaient rivés sur Popa quand il commença la cérémonie. Il balbutiait d'une voix hésitante, comme s'il avait oublié les mots. Mais ensuite cela devint plus facile, et bientôt chacun se joignit à lui pour réciter la Haggadah. Ces chants de ma petite enfance m'étaient à présent étrangers. Je faisais semblant d'écouter tout en me récitant dans ma tête l'Ave Maria et le Notre Père qui es aux cieux, me signant comme maman m'avait montré. Quand je levais les yeux, tout le monde me regardait, les yeux écarquillés de stupeur, comme si j'avais commis une horrible faute. Popa dit à voix basse « Ne refais plus jamais ça !» Depuis lors, mes prières chrétiennes furent réservées à mes moments de solitude. Avant d'aller dormir, j'invoquais les saints et les anges pour qu'ils m'aident à protéger mon secret. La guerre était finie. J'étais loin de savoir que pour moi, la guerre ne faisait que commencer. Après la guerre, 8 rue Sainte-Anne, Bruxelles, 1946. Les années qui suivirent immédiatement la guerre ressemblent à une tentative absurde de créer du sens à partir du non-sens. Parmi les survivants, nombreux étaient ceux qui se retrouvaient émotionnellement paralysés, incapables de prendre des décisions. Mon père avait survécu à la guerre, caché dans un grenier, se demandant constamment si j'étais en sécurité. Il se faisait du souci pour ses autres enfants, sachant peu de choses sur les atrocités inimaginables dans lesquelles ils avaient été précipités. De nature inquiète, il avait parié avec le destin en de nombreuses occasions. À part la fois où il vint me rendre visite à Fréthur, guidé par sœur Cécilia, la mère supérieure de Banneux, il y eut la fois où il sortit acheter du tabac. On lui avait dit qu'un tel luxe était désormais inaccessible. Malgré tout, il était sorti, peut-être pour goûter la liberté interdite, ou bien alors au mépris de ce qui pourrait bien lui arriver. Il n'avait pas atteint la rue voisine qu'on l'avait arrêté pour lui demander de montrer ses papiers. Il avait fait semblant de ne pas comprendre et avait été mené au quartier général pour être interrogé plus avant, puis jeté dans une pièce pleine d'autres hommes qui n'avaient pas pu, eux non plus, répondre aux questions. Le lendemain, ils avaient été entassés comme du bétail dans des trains qui partaient pour des destinations inconnues. Mon père avait toujours été petit, et maintenant, le manque de nourriture et les privations de la guerre l'avaient rendu presque squelettique. Ironiquement, le fait qu'il pesait moins de 45 kilos lui sauva la vie. Comme il était très mince, il était parvenu à se glisser sur les rails à travers une lame cassée du plancher du train. On lui avait tiré dessus alors qu'il traversait un champ en courant, et il avait été laissé pour mort. Bien qu'il saignât, grâce à sa force de volonté et à sa détermination, il avait miraculeusement regagné la maison de Yankel. Sarah avait trouvé quelqu'un pour soigner sa blessure. Il survécut. Mon père fit venir Madame Goldman et son fils Jean à Bruxelles pour qu'ils vivent avec nous. Nous emménageâmes au 8 rue Sainte-Anne dans un appartement froid et miteux. La porte en bas était pourrie et toujours mouillée par la pluie qui dégoulinait sur les côtés, comme des larmes, et me faisait imaginer que la porte pleurait. Notre appartement, avec 2 baies vitrées donnant sur la rue, avait dû être une devanture de magasin un jour. Madame Goldman demeurait dans un état de détresse perpétuelle suite à la perte de son mari et de 2 de ses enfants. À part Sarah, qui restait à Liège, et Jean, qui était avec nous, il y avait 2 jumelles,
Cécile et René. Les garder avec nous aurait fait trop de bouches à nourrir. Elle vivait donc dans une maison pour enfants déplacés, en attendant d'être rapatriée dans un kibboutz en Israël. Madame Goldman ne semblait pas capable de faire face. Elle se balançait à l'infini, les bras croisés sur sa poitrine généreuse, tout en chantant des chansons tristes en polonais ou en yiddish. Popa était dans le dénuement. Il parvint, cependant d'une façon ou d'une autre, à emprunter de l'argent. Un tailleur qu'il avait connu avant la guerre lui avait promis de lui donner du travail. Maintenant, pour parler de la vie, on disait avant la guerre et après la guerre. Popa voulait que j'appelle Madame Goldman maman. À cette époque-là, je savais que ma propre mère était morte tragiquement. Il était impossible que Madame Goldman la remplace. Ma mère, cependant, n'était plus guère qu'un fantôme, irréel, et dont on n'avait pas fait le deuil. Papa se comportait comme si elle n'avait jamais existé. Il ne parlait jamais d'elle. Quand je lui posais des questions sur notre famille, il me montrait des photos de survivants des camps de concentration prises quand les Américains étaient arrivés pour les libérer. Et alors, il pleurait. Quand nous étions rentrés à Bruxelles, papa s'était rendu dans notre ancien appartement. Il espérait trouver quelque indice sur ce qui avait pu arriver à sa famille le jour où il s'était enfui avec moi par le toit. La femme d'un ancien client, qu'il appréciait beaucoup, avait pris l'initiative d'emporter chez elle la penderie et de la conserver jusqu'à ce que quelqu'un de la famille revienne et la réclame. Popa avait confectionné un costume pour son mari avant la guerre, et elle s'était toujours souvenue du tailleur juif et de sa famille qui avait été emmené, chassé de chez eux. Maintenant, elle donnait à Popa des détails tragiques, incluant la partie qui lui répugnait le plus. Quelqu'un dans l'immeuble, l'un de nos voisins, nous avait dénoncés. Quand la penderie arriva dans l'appartement rue Sainte-Anne, Popa sourit à travers ses larmes. C'était la première fois que je voyais l'ombre d'un sourire sur son visage. Peu après, un après-midi, je remarquai que Popa avait laissé la clé de la serrure. J'étais seule dans la chambre. Madame Goldman et Jean étaient sortis, et Popa était à l'autre bout du couloir dans l'autre chambre. Il y avait là une occasion de pénétrer dans le passé interdit, de toucher de mes mains toutes ces choses que Popa ne voulait pas regarder. J'ouvris la penderie aussi silencieusement que je pus. Tout d'abord, je ne vis qu'un enchevêtrement de vêtements et de chaussures. Mais ensuite, mon regard tomba sur un portefeuille en cuir verni noir. Il était à moitié ouvert et il semblait m'appeler. Je le tirai de sous cet amas d'effets, émerveillé par le cuir rouge et souple de la doublure et l'odeur du tabac. Mais dans mon excitation, je le laissai tomber et son précieux contenu se renversa en faisant un bruit d'enfer sur le sol de bois nu. Je ramassai tout en vitesse et refourrai les choses à leur place dans le porte-monnaie. Je craignais que mon père n'eût entendu le bruit. Je ne voulais pas qu'il se fâche contre moi, mais je n'avais pas de souci à me faire, car lorsqu'il parut, il n'était pas en colère. Il était seulement triste. Nous nous assîmes ensemble sur le lit, et il sortit un petit livre d'une poche à fermeture éclair du portefeuille de cuir verni noir. C'était un album photo. Il désigna la photo de ma sœur Esther. Le porte-monnaie avait été celui d'Esther. J'étais avec elle lors de l'une de nos sorties du dimanche au parc, dans le petit manteau bleu et le chapeau assorti qu'elle m'avait acheté. « Je me souviens de la tenue, m'exclamai-je. Popa, je me souviens de cette sortie. » Et que je ne pouvais pas me séparer de mon manteau et du chapeau. Popa alla à la penderie et en retira ce qui avait l'air d'un matelas roulé. Ses mains tremblaient, tandis qu'il touchait doucement le tissu. « C'est la couette de ta mère. Elle l'a apportée de Pologne avec son trousseau quand nous nous sommes mariés, juste avant la guerre. C'était sa joie et sa fierté. Je te raconterai l'histoire une autre fois. » Ses yeux s'embuèrent et il dirigea son regard droit devant lui vers le lointain. « Eh bien maintenant, elle est à toi. Nous la mettrons sur ton lit parce qu'il fait toujours si froid dans cette chambre. » Il me faudrait bien du temps au cours de ma vie pour comprendre la magie de ce cadeau ressuscité du passé. Je n'avais presque pas envie de la mettre sur les draps déchirés qui recouvraient le vieux matelas de crin. Mais je le fis bien sûr,
et la chaleur sous la précieuse couverture de plumes revigora mon corps. Elle devint mon refuge, la tente secrète où je lisais mes histoires favorites à la lueur d'une lampe de poche quand tout le monde était endormi. La couverture devint le dépositaire de mes rêves. Je vivais de toute façon dans un monde d'illusions la plupart du temps. Le présent, c'était un appartement miteux avec Popa, Madame Goldman et Jean. Peu importe combien les années de guerre avaient été oppressantes, je n'avais connu qu'amour et protection à Fréture. Je considérais les tantes comme ma famille. Ce fut un choc d'être arraché à la sécurité et à la chaleur que j'avais connue avec elles. Parfois, je pensais que les tantes m'avaient abandonnée. D'autres fois, je détestais Popa de m'avoir enlevée à elle pour m'emmener dans cet appartement avec Madame Goldman et Jean. Je me sentais si seule dans ce lieu épouvantable, jusqu'à ce que je fasse la connaissance de Monsieur Giannini, le sculpteur qui vivait dans la maison voisine de la nôtre. Monsieur Giannini me fascinait. Son visage était toujours couvert de poussière de plâtre, ce qui le faisait ressembler aux statues religieuses qu'il modelait dans son atelier. Un jour qu'il avait laissé la fenêtre ouverte, je parvins à jeter un coup d'œil en m'agrippant au rebord de la fenêtre pour me hisser. Il trouva que c'était plutôt audacieux de la part d'une petite fille et m'invita à entrer. Je lui dis que je devais demander à mon papa. Les visites à Monsieur Giannini furent les premières de mes nombreuses escapades hors de l'appartement. J'adorais m'asseoir et le regarder donner vie à des statues en ajoutant des reflets colorés au visage qu'il ciselait. Pendant qu'il travaillait, on se racontait des histoires. Je lui parlais de mon autre vie, à Fréture, et il me racontait la sienne, quand il était un jeune homme en Italie. Un après-midi, Monsieur Giannini entra pour dire à Popa qu'il y avait un appel téléphonique pour lui. C'étaient les tantes. Mes tantes bien-aimées appelaient. Je sortis en sautant de joie jusqu'à l'atelier de Monsieur Giannini, à peine capable de croire que j'entendrais à nouveau bientôt leur belle douce voix. Je pressai le combiné contre mon oreille, les écoutant me dire les dernières nouvelles de Fréture. Marthe, qui était restée à Audaigne pendant la guerre, était de retour. Elle vivait à présent de façon permanente avec Monsieur le curé. L'école était en reconstruction, mais cela prendrait beaucoup de temps avant que le village n'ait assez d'argent pour ressusciter la maison où les sœurs avaient vécu. Je ne voulais pas leur parler de l'appartement et de nos conditions de vie. Alors, je leur parlais de la belle couette que nous avions trouvée dans la penderie. Désormais, elles appelaient au moins une fois par semaine. Popa ne me posait jamais de questions sur les appels. Quand Monsieur Giannini frappait au carreau de la fenêtre, c'était le signal et je me précipitais dehors pour le rejoindre, sans un regard derrière moi. Été 1946, vacances à la plage chez le cousin Vladek. Vladek était plus jeune que Popa et il parvint à obtenir assez d'argent pour ouvrir un salon de coiffure à Bruxelles. Le salon eut beaucoup de succès. Il nous invita tous, Popa, Madame Goldman, Sarah, André, les jumelles et Jean, dans une maison qu'il louait près de la plage à Brankenberge. Un mois entier dans une station balnéaire sur la mer du Nord, ça s'annonçait merveilleux. Tout le monde semblait bien s'amuser, sauf moi. J'avais si peur de l'un des garçons qui me terrorisait que je dormais sur le sol près de la fenêtre ouverte au cas où j'aurais besoin de m'enfuir. Aucun des adultes ne savait que je dormais sur le sol. Ils avaient tous l'air si heureux, je ne voulais pas les tracasser. Or, un après-midi au cours de la dernière semaine de notre séjour, alors que je me trouvais seule avec le garçon dans la chambre, il me jeta sur le lit. Et quand je vis qu'il était sur le point de mettre une bouteille entre mes jambes, je le frappai à la tête avec le réveil. Il se mit à hurler. Je criai, et Sarah fit irruption à la porte. Entre hoquets et sanglots, je lui fis le récit de ce qui était arrivé, et elle appela à grands cris la mère du garçon. Il était accroupi dans un coin et il pleurait. Quand je vis comment sa mère le frappait et le rouait de coups, je ne pus m'empêcher d'avoir pitié de lui. Fin juillet 1946, visite surprise de Maman Thérèse et vacances à Fréture. Cependant, toute la misère de cet été-là fut balayée d'un seul coup quand nous reçûmes une visite surprise à la fin du mois de juillet. Ce jour-là, l'air normalement humide de Bruxelles était chaud et sec, et même la rue Sainte-Anne avait sa part de soleil.
J'étais à la maison avec Popa quand nous entendîmes frapper à la porte. Il me dit d'aller ouvrir. C'était maman Thérèse. Maman Thérèse avec son corps rond et son visage rayonnant qui passait par la porte. C'était un cadeau extraordinaire. Un frisson de joie traversa tout mon être et je bondis dans ses bras. Maman Thérèse avait sans doute entendu parler de l'incident au cours d'une discussion avec M. Giannini, et des arrangements furent faits pour que je puisse passer l'été à Fréture. Comme je n'avais plus besoin de cacher mon identité, on apprit dans le village que la petite fille qui était là pendant la guerre était juive. Ils étaient curieux de rencontrer l'enfant aux yeux sombres qui avait l'air si différent des autres. Les temps avaient changé, et j'accompagnais maintenant mes tantes lors de leur sortie dans le village. Nous passions devant la ferme d'Yvonne et Zélie et regardions les moutons se faire tondre. Zélie était la seule personne de Fréture à avoir refusé d'évacuer. Elle disait qu'elle voulait rester avec ses vaches. Yvonne me montrait comment traire sa vache préférée. Lors d'autres visites, son frère me faisait faire un tour à l'arrière de sa mobilette. Il avait passé la plupart des années de guerre dans un camp de prisonniers allemands et il retournait à présent à la ferme. Il n'arrêtait pas de me seriner que ces sales boches payaient maintenant. J'étais en train de me constituer une famille élargie. À la fin de l'été, il leur fallut toutes leurs compétences pour me préparer à la difficile transition que j'allais devoir vivre en rentrant à Bruxelles. Mes nouveaux vêtements étaient étendus en ordre sur le lit, prêts à être rangés dans la valise flambant neuve dotée de plein de petites poches à l'intérieur. Maman Thérèse avait cousu les plis de la jupe neuve afin qu'elle ne se froisse pas. Je devais la porter pour mon premier jour d'école avec le chemisier blanc que j'avais choisi. La vieille valise avec laquelle j'étais venue avait été jetée dès que j'étais arrivée à Fréture. Il y avait des punaises à l'intérieur. J'avais aussi des poux dans les cheveux. J'avais reçu un bon coup d'asticage et on avait également jeté mes vieux vêtements. De retour à Bruxelles, j'aurais à vérifier chaque jour s'il y avait des punaises pour ne pas contaminer mes beaux vêtements tout neufs. Je pleurais toute la matinée de mon départ. Je n'arrêtais pas de dire « Comment puis-je parler à Popa ? Il ne parle pas français. Et je n'aime pas Madame Goldman. Elle a l'air si mesquin avec son visage blanc et ses cheveux gris qui pendent dans son dos comme des ficelles. Et Jean a l'air si bizarre quand il fait ses grimaces et ses bruits. » Maman Thérèse s'efforcerait durant toute la durée du voyage retour à Bruxelles de m'expliquer pourquoi mon papa avait besoin que je rentre. Elle m'assura qu'un jour je comprendrais combien il m'aimait. Après tout, il m'avait autorisé à retourner à Fréture, n'est-ce pas ? J'en convins, mais je ne pouvais toujours pas supporter l'idée de rentrer à l'appartement de l'affreuse rue Sainte-Anne. Maman Thérèse m'accompagna à l'école le jour de la rentrée et me présenta à Madame Biesmans, qui allait être mon institutrice pendant les 5 ans à venir à l'école communale numéro 11. Ma nouvelle institutrice vint me voir sur le banc où j'attendais et me caressa le visage. Je sus dès cet instant que nous allions entretenir une relation privilégiée. Avant de partir, maman Thérèse assura Popa, encore une fois, qu'il n'y avait pas de souci à se faire au sujet de l'école. Monsieur Giannini l'appellerait s'il y avait un problème. Je la regarderais s'éloigner lentement en remontant la rue. Quand elle atteignit le haut de la rue, elle sortit un mouchoir et l'agita, en signe d'adieu, avant de disparaître. Bruxelles, 1947, 9 ans, vie quotidienne. En grandissant, je devins plus consciente du fait que nous vivions dans un bidonville. À l'âge de 9 ans, je rentrais à la maison pendant la pause du déjeuner et de midi à 14h, je faisais le ménage de la maison. Tout était devenu plus miteux au cours des 3 années que nous avions vécues ici. Popa avait installé sa machine à coudre près de la fenêtre, dans la pièce qui servait de cuisine et d'atelier. Sous le manteau de la cheminée, il y avait un vieux four à charbon avec des pots contenant toujours des restes de nourriture. La table consistait en une planche de bois posée sur 2 tonneaux. Dans le coin, il y avait le lit où il dormait avec Madame Goldman. Mais quand ils se disputaient, ce qui devint plus fréquent au fur et à mesure que le temps passait, elle finissait par dormir avec moi dans la chambre que je partageais avec Jean. J'avais horreur de la présence de Madame Goldman dans mon lit, encore plus que des punaises, parce qu'elle ne se lavait guère. Pourtant, les punaises étaient horribles. Peu importe combien j'en écrasais sous les draps, leur nombre ne laissait d'augmenter. Le matin,
Je comptais les nouvelles raies et égratignures rouges sur ma peau. Mais finalement, elles devinrent tout simplement partie de la vie et partie de moi. J'avais trop honte pour en parler à mon institutrice. Mes tantes savaient, bien sûr. Quand j'allais à Fréture, ma valise restait dehors. On trempait immédiatement tous mes vêtements dans une baignoire et on examinait ma tête pour vérifier s'il y avait des poux. J'attendrai encore 1 an avant que Papa ne m'apporte un nouveau matelas. Mais cela n'avait pas d'importance que j'aie ou non un nouveau matelas, parce que les punaises demeuraient. Entre-temps, Madame Goldman avait élu résidence de façon définitive dans mon lit. Je ne pouvais plus lire sous la couverture à la lueur de ma lampe de poche. Ma tante était devenue si zébrée de sang à cause de ces horribles créatures que je refusais de dormir sous ma couette jusqu'à ce qu'on me donne une nouvelle housse. Lors de l'une de mes secrètes incursions dans la penderie, je trouvai une photo de ma mère. Elle était collée sous une autre photographie et je la déchirais presque en essayant de les décoller. Je savais que c'était ma mère. Elle était déjà mariée avec mon père parce qu'elle était enceinte. Je m'assis, en la regardant, essayant de m'imaginer au-dedans d'elle, puis je me levai et allai au miroir, soucieuse de vérifier si je pouvais voir son visage dans le mien. J'éprouvais une immense tristesse à ne rien savoir d'elle, et plus je contemplais la photo, plus le sentiment devenait intense. Alors une chose étrange se produisit. Je commençai à sentir sa présence. Je me glissai sous la couverture et me convainquis que c'était sa chaleur que je tirais maintenant sur ma tête. Toutes ces petites pièces cousues ensemble avec tant d'amour m'accompagneraient tout au long de ma vie, comme si elles me suivaient dans mon voyage. Même alors, j'en voulais à Madame Goldman de partager mon héritage. Je voulais désespérément me le garder en propre. La bibliothèque était gratuite. J'avais l'habitude de passer mes après-midi à la bibliothèque, à lire et à faire mes devoirs avant de rentrer à la maison. Les livres étaient mon salut. J'étais déterminée à lire l'un après l'autre tous les volumes que contenait la bibliothèque. Je restais assise pendant des heures dans mon coin préféré, me perdant dans des histoires et des contes qui me permettaient de m'échapper dans un royaume lointain. Quand j'étais partie dans mon monde imaginaire, la vie rue Sainte-Anne ne semblait plus qu'un faux semblant. Danielle venait souvent elle aussi à la bibliothèque, et un jour que je me sentais plus téméraire, je l'invitai chez moi, avant qu'elle ne prenne la rue de Ruebrück pour rentrer chez elle. « Il y a tant de choses que je veux te montrer, » dis-je tout excitée. Il fallait qu'elle demande à sa mère d'abord, et quand sa mère accorda la permission, je la priai de passer chez moi un après-midi où je savais que Papa et Madame Goldman seraient sortis. Je pouvais à peine contenir l'émotion d'avoir une amie en visite chez moi. Mais Danielle vint avec sa mère, et dès qu'elles passèrent la porte et que je vis le visage de sa mère, je compris que notre amitié était condamnée. D'un seul regard, la mère de Danielle jaugea notre appartement. La machine à coudre de Papa, le vieux poêle, les fenêtres crasseuses, les fers sur les feux du gaz, la bassine et le seau d'eau. Elle considéra le seau et la bassine pendant quelques secondes, puis elle se tint le nez. « Blerk !» cria-t-elle, et elle sortit de la chambre en courant. « Ah, ces sales juifs !» Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais fait tant d'efforts pour nettoyer à fond la maison avant leur arrivée. J'avais fait des trajets supplémentaires à la cour pour laver le seau. Mais ce n'était pas assez bien pour cette femme et son existence proprette, bien ordonnée. Durant les mois glacials, le seau servait de WC. Les toilettes n'étaient qu'un trou rudimentaire fait dans des planches de bois à l'arrière de la remise. C'était toute une entreprise que de grimper sur les lattes de bois, et maintes fois je manquais le trou parce que c'était trop haut. J'avais froid, mes doigts étaient raides, et souvent je n'arrivais pas à me déshabiller assez vite. Il était plus commode d'avoir un seau près du lit au cas où Papa en aurait besoin la nuit. L'odeur était devenue normale. Autre triste fait de notre vie. Danielle resta mon amie en dépit de sa mère. Elle ne mentionna jamais la visite de ma maison. Au bout d'un moment, ça ne me faisait plus rien de ne pas avoir d'amis qui viennent me voir. J'avais toujours la bibliothèque, et maintenant que Papa m'avait inscrite à la yeshiva, j'étais plus occupée que jamais. Il voulait que je connaisse le judaïsme, particulièrement quand il commença à soupçonner que je n'avais pas abandonné mes prières catholiques.
Je ne lui dis pas que j'allais au catéchisme avec tante Marie tous les dimanches que je passais à Fréture. Popa et madame Goldman se disputaient beaucoup. Néanmoins, il y avait des moments où ils semblaient presque heureux. Ce qui me rendait heureuse aussi parce que, alors, elle dormait dans l'autre chambre avec Popa et j'avais le lit pour moi toute seule à nouveau. Souvent, quand j'étais seule dans la chambre, j'ouvrais la penderie pour contempler les beaux vêtements qui avaient appartenu à ma sœur Esther. La garde-robe était assez grande pour que je puisse m'y glisser à l'intérieur. Il y avait tant de boîtes, tant de souvenirs de vie qui, désormais, reposaient dans ces choses seulement. Je m'asseyais dans le coin où on avait gardé la couverture, et quand je fermais la porte complètement, les odeurs étranges acquéraient une vie propre. J'imaginais ma mère avec une poignée de boules antimite, ou bien je voyais Esther aspergeant de parfum un mouchoir, fourrant des papiers et des photographies dans son portefeuille en cuir noir verni. C'est alors que je découvris la robe noire en crêpe. Elle était suspendue sous le manteau de fourrure. Même à la faible lumière, je reconnus les fleurs rouges brodées soigneusement sur le pan de devant. Esther avait porté cette robe sur cette photo prise avec son fiancé Jean. On sentait encore son parfum. Je sortis de la penderie et ôtai ma jupe et mon chemisier. Puis, en faisant très attention, je me glissai dans les doux plis parfumés de la robe. Elle flottait sur moi comme une somptueuse robe de bal. En me regardant à nouveau dans le miroir, j'imaginais que je voyais le visage d'Esther qui me fixait en retour. Depuis ce jour-là, je gardais la robe et les photos cachées bien à part des autres affaires de la penderie, de sorte que même Popa ne puisse les retrouver. J'avais le sentiment qu'elle n'appartenait qu'à moi, tout comme je savais que la couette de ma mère m'appartenait. Et même si je ne le savais pas encore, en protégeant mon héritage, je sauvegardais mes histoires, mon histoire, ma survivance. Singt mich das Lieder von goldenem Land. Popa, tailleur. Outre le fait de recevoir les attentions renouvelées de madame Goldman, Popa travaillait à plein temps, ce qui lui était bénéfique. Il avait également renoué avec de vieux amis. Ils étaient tous dans l'habillement et vêtus comme s'ils allaient à une soirée, avec des mouchoirs dans la pochette de leur veston et un peigne dans leur poche, en cas de besoin. Je n'ai jamais vu mon père aussi heureux que quand son groupe de copains venait le voir. Madame Goldman faisait du thé pour ces réunions. J'aimais prendre part à ce groupe d'hommes qui faisait rire mon père. Popa avait un surnom pour chacun d'eux. Je ne les appelais donc pas par leur vrai nom. J'allais découvrir à quoi ressemblent les vrais amoureux quand Sarah, accompagnée de sa belle cousine Etka, vint nous voir rue Sainte-Anne. Ce jour-là fut le commencement des nombreuses visites qu'Etka devait faire rue Sainte-Anne. Der Reuter était tombé fou amoureux d'elle. Le cousin de Popa, Vladek, était amoureux de Sarah. Sarah vivait toujours à Liège et travaillait dans une bijouterie. Après la guerre, son mari avait été arrêté pour avoir collaboré avec les Allemands, puis, après avoir été relâché, il avait disparu, laissant sa jeune femme avec un enfant. Personne n'entendit plus parler de lui. Vladek était un homme d'affaires qui avait réussi et qui avait les moyens d'impressionner les dames. Il s'occupait de tout. Le week-end, quand Sarah et Etka venaient de Liège pour nous rendre visite, elles trouvaient des fleurs et des chocolats à leur arrivée. Il y avait toujours un petit cadeau qui m'était destiné aussi. Mais ce que j'aimais le plus, c'était les sorties au bois de la Cambre, ou les après-midi passés à la terrasse d'un café. J'essayais toujours de m'asseoir à côté d'Etka parce que son parfum me rappelait Esther. Je trouvais qu'Etka ressemblait exactement à ma sœur sur les photos. Sur le chemin du retour, Etka me tenait par la main quand Der Reuter marchait devant avec Vladek. Je saisis l'une de ces occasions pour lui parler d'Esther. Et je fus surprise d'apprendre qu'Etka l'avait rencontrée, ainsi que ma mère, lors d'une visite à Liège. Etka m'assura que oui, Esther était très belle, et ma mère aussi, enceinte de moi à l'époque. Elle promit de m'en dire plus quand je serai un peu plus grande, afin que je n'oublie pas. Samuel, le père d'Etka, avait un oncle, Moïché, qui était parti pour la France et travaillait dans le textile. La famille n'avait guère de nouvelles de Moïché. Mais un jour, finalement, une lettre datée de 1919 arriva, adressée à son neveu Samuel pour le convaincre que la France était le lieu où il fallait s'installer. Un mois plus tard, Samuel,
arriva à Valenciennes avec sa femme Malka, la sœur de Madame Goldman. Ils trouvèrent oncle Moïché logé dans 2 petites pièces qui donnaient sur une cour. Ce n'était que le début de leur déception. Mais il n'y avait pas de retour. Ce n'est pas que l'oncle Moïché avait menti, il avait seulement un peu exagéré, selon lui. Aussi frêle qu'il sembla, Popa était pourtant l'un des meilleurs tailleurs. Son ami, Jokobovitch, disait que le travail de mon père était fort demandé rue Haute, ce qui n'était guère surprenant car il abordait la coupe d'un costume comme un peintre son tableau. Tout d'abord, il y avait les ébauches, puis les échantillons de tissu, les doublures de toile, le rembourrage, la garniture et finalement les patrons en papier accrochés au mur. Quelquefois, les patrons prenaient l'humidité et il devait en couper de nouveau. Quand il les tenait suspendus, ces derniers me faisaient penser à des êtres humains en gestation. Il posait le tissu sur la table et il traçait soigneusement une ligne autour du patron avec un morceau de craie. Ensuite venait la toile qui devait s'ajuster entre le tissu et la doublure. C'est ce qui fait la différence entre un homme et un mensch, disait-il. Quand je lui demandais ce que cela voulait dire, il disait « Eh bien, un homme achète un costume qui lui sied bien, tandis qu'un mensch signifie au monde que c'est son tailleur qui fait de lui quelqu'un de si élégant. » Popa adorait s'habiller pour ses visites. Étant un peu dandy, il s'était fait plusieurs costumes qu'il portait pour sortir. Ce jour-là, il avait choisi le costume bleu rayé et son feutre marron parfaitement proportionné à sa taille. Le mouchoir de soie glissé dans sa pochette de veston s'harmonisait avec sa cravate. Avant de sortir, il alla à sa cachette, un placard auquel lui seul avait accès, où il rangeait son stock de cigarettes boule d'or, et il prit un petit flacon de Chanel numéro 5. Je le regardais ôter le bouchon du cristal et mettre son nez sur le parfum, puis se tamponner derrière chacune de ses oreilles. Je trouvais que Popa sentait comme une star de cinéma. J'étais si fière de lui en descendant les rues ensoleillées. C'était un après-midi d'automne, rayonnant, exceptionnellement chaud. D'ordinaire, à cette époque de l'année, les vents froids avaient déjà commencé à balayer la ville, apportant pluie, taquinant les dernières feuilles des arbres, mais aujourd'hui, la brise était douce et tranquille. Jokobovitch habitait assez loin de chez nous et nous dûmes prendre un trolley. Puisqu'il faisait si beau, au lieu de prendre le trolley tout au bout de la place du Grand Sablon, Popa et moi marchâmes jusqu'à l'arrêt suivant, une fois passées toutes les belles boutiques. Tout en marchant, Popa me donnait des instructions à propos de ce que je pouvais dire ou ne devais pas dire, parce que Jokobovitch avait aussi invité une amie très spéciale. Ne voulant pas parler yiddish en public, je ne répondis pas. Je me contentai de secouer la tête et nous poursuivîmes vers l'arrêt de trolley. Le beau trolley s'ouvrait par derrière, de sorte que l'on pouvait se tenir debout et admirer la ville. Popa savait que j'aimais rester à l'arrière. Pourtant, il me conduisit à l'intérieur de la voiture où se trouvaient les autres passagers. Nous nous assîmes dans les effluves de Chanel numéro 5 et Popa commença à parler de plus en plus haut. J'avais envie de rentrer sous terre et je persistais à refuser de parler en yiddish. Il se pencha vers moi plus près et me tendit son doigt. « Nem !» fit-il. « Serre mon doigt !» Je pris innocemment son doigt et le serrai. C'était un piège en fait. Mon père, ce dandy parfumé, lâcha le plus gros paix que j'eusse jamais entendu. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le son se répercuta à travers la voiture du trolley tout entier et des têtes se retournèrent, ébahies. Les gens se levèrent et changèrent de place. Mon père riait tranquillement en lui-même. Ce fut la dernière fois que je ne lui répondis pas en yiddish. Vacances de Noël à Fréthur. Quand le train pénétra dans la gare et que j'en descendis avec maman Thérèse, tante Marie et tante Marthe étaient sur le quai, nous faisant des signes et courant à notre rencontre. Je sentis que j'étais de retour à la maison. L'arbre de Noël, la nappe blanche brodée, les assiettes anciennes sur le vieux buffet flamand, les rideaux en dentelle à la fenêtre de la cuisine, mon premier verre de champagne, et moi qui m'endors dans le bureau de monsieur le curé au son du piano de tante Marie qui joue Schubert. C'était là, ma vraie maison. La maison où je savais que l'on aimait, où l'on passait des soirées à parler et à chanter autour de la table.
Je rentrais à Bruxelles au début de la nouvelle année avec une valise pleine de vêtements propres et de chocolat, de petits beurres à la crème moka. C'est l'année où la toux de Popa s'aggrava. Quelquefois, sa toux me réveillait en pleine nuit et souvent je ne parvenais pas à m'endormir. Il y avait une explosion de quinte et il suffoquait, puis le lent ricochet de la toux se répétant à l'infini durant des heures jusqu'à l'aube. Il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Les cendriers débordaient de mégots. Il avait le bout des doigts décoloré avec des taches marron orangées. Le seul moment pratiquement où il posait sa cigarette sur le bord en bois de sa machine à coudre, c'était quand il était pris dans les convulsions de la toux et les sifflements de sa poitrine. La table de la machine à coudre était parsemée de brûlures de cigarettes. Madame Goldman partageait à nouveau mon lit, et avec sa présence indésirable, comme pour se venger, les punaises étaient revenues. Quelquefois je prenais des manteaux dans la penderie et je dormais sur le sol. Les manteaux sentaient l'antimite, mais je préférais l'antimite aux démangeaisons et aux blessures qui saignaient suite à l'agression des punaises. La pile de linge sale dans le coin ne sentait pas bon non plus. Madame Goldman n'allait presque plus à la laverie. Quelquefois, je mettais la tête dans la crédence pour respirer ce qu'il restait de vêtements propres et frais depuis mes dernières vacances à Fréture. Et alors je pensais à maman Thérèse avec son odeur de citron, suspendant les vêtements sur la corde à linge tendue entre 2 noisetiers en fleurs. Au début de l'été, quand maman Thérèse vint me chercher, Popa sembla soulagé. Après lui avoir dit combien il lui était reconnaissant de me permettre de vivre à la campagne pendant plusieurs mois, il insista pour lui donner une bague. Je ne sais pas quelle était sa valeur, mais elle ne voulut pas la prendre, disant « Monsieur, vous pouvez être assuré que nous nous occuperons toujours de Mariette. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons là pour vous aussi. » Je ne savais pas exactement à quel point Popa était malade. Puis, durant l'automne, quelque chose de terrible arriva. Je revins de l'école un après-midi pour le trouver assis sur son lit, avec la boîte en aluminium qu'il cachait derrière la penderie. Il transpirait abondamment. Ses doigts erraient autour de la boîte, cherchant frénétiquement quelque chose. « Où est-elle ? Où est-elle » criait-il. Madame Goldman était partie pour Valenciennes sans rien lui dire, emportant l'argent et les bijoux. Je ne sais plus trop comment mon père et moi avons survécu au reste de cette soirée, mais quelques jours plus tard, j'eus le sentiment que quelque chose n'allait pas, et au lieu d'aller à la bibliothèque après la classe, je me rendis directement à la maison. La nuit tombait déjà tandis que je me hâtais dans la rue pavée, essayant de ne pas regarder les ombres qui bougeaient contre le mur, entendant le souffle court de mon père dans chaque pas que je faisais. À la fin, j'arrivai à l'appartement et je vis qu'aucune des lampes n'avait été allumée. Il était vide. Je m'assis dans le noir en sanglotant, me demandant si Popa reviendrait un jour. Je ne sais pas combien de temps je restai assise, seule, dans le noir, avant que M. Giannini frappe à la porte pour me dire que mon père s'était effondré devant la maison, tôt ce jour-là, et qu'on l'avait transporté à l'hôpital en ambulance. M. Giannini venait juste de rentrer de l'hôpital, et il m'assura que papa était OK, que nous lui rendrions visite le lendemain. Je restai quelques jours chez mon ami Jackie, puis Popa revint à la maison. Madame Goldman et Jean revinrent aussi. Edka les ramena en même temps que la couverture, fraîchement nettoyée. Je ne revis plus jamais Edka. Quelques mois plus tard, Popa et moi partions pour l'Amérique, chez tante Rivka, à Brooklyn. Madame Goldman, finalement, partit vivre avec sa sœur Malka à Valenciennes. Sarah et Vladek allèrent chez des parents éloignés à Rio de Janeiro. Popa voulait un nouveau départ, et un nouveau départ ne pouvait avoir lieu qu'en Amérique. Au beau milieu du choc que fut le départ de Belgique, j'eus mes premières règles, juste avant mon 12e anniversaire. La vue du sang sur le drap me terrifia. J'avais très mal au ventre aussi et je ne savais pas d'où ça venait. Je pensais que je m'étais fait quelque chose dans mon sommeil de façon à ne pas quitter la Belgique. Popa était sorti. Je sanglotais donc sur l'épaule de Madame Goldman, la suppliant de m'emmener à l'hôpital avant que je ne me vide de mon sang. Tout d'abord, elle me gifla. Puis elle me serra dans ses bras, m'expliquant que je deviendrais une femme en Amérique. Une semaine avant notre départ, les tantes vinrent à Bruxelles pour nous faire leurs adieux. Elles m'emmenèrent dans les magasins acheter des vêtements neufs et plein de papier à lettres pour toutes les lettres que j'écrirais.
Le fait d'être en leur compagnie et le plaisir que me procuraient toutes ces nouvelles choses me fit oublier ce qui était à venir. Mais quand elles s'en allèrent et que je les vis remonter la rue Sainte-Anne pour la dernière fois, qu'elles aient assuré à tant de reprises qu'elles seraient toujours là pour moi en attendant que je revienne, ne compta plus. Je ne savais plus si je les reverrais un jour. C'était trop insupportable à envisager. Ma petite valise ne pouvait certainement pas contenir tous les trésors que je voulais emporter en Amérique. Papa ne voyait pas d'inconvénient à ce que je prenne ma poupée Yvette et son trousseau. Mais il me dit que je ne pourrais pas prendre ma collection entière de livres, 40 en tout. Je serais bientôt trop grande pour ces livres, dit-il, et par ailleurs il n'avait pas la force de les porter. Mais mon père ne savait pas que j'avais hérité du don de nos ancêtres nomades qui plaçaient leurs biens terrestres à l'intérieur de leur literie, qu'ils emportaient dans leur long voyage. Tandis que les livres que j'aimais le plus allaient dans la valise, les autres étaient mis en sûreté dans la couette de ma mère que nous emportions en Amérique. Comme papa était sur le point d'examiner la literie bien pensue, je m'exclamais « Oh, papa, ne touche pas ça! Ça va merveilleusement nous tenir chaud quand nous serons en Amérique. » Il posa sa main sur ma tête et dit avec des larmes dans les yeux « Je sais, Mindele, je sais. » Je pleurais en montant dans le train. Papa se taisait, absorbé dans ses propres pensées. Nous étions à présent errants et sans demeure. C'était clairement tamponné sur nos passeports. Apatrides, sans patrie. Je regardais par la fenêtre, et alors, je vis quelqu'un faire des signes dans ma direction. Je répondis par un signe. Quand le train commença à prendre de la vitesse, et que le quai disparut dans un nuage de neige, je fis en silence le vœu de revenir. Je reviendrai. Un jour, quand je pourrai voyager seule, je reviendrai. Je reviendrai. La pensée me consola. Tandis que je me les répétais encore et encore, les mots « je reviendrai »,« je reviendrai » semblaient se fondre avec le rythme du train. Je cessais de pleurer et je fixais des yeux la buée de ma respiration sur la vitre. Puis, les arbres chargés de neige qui défilaient. Alors, je levai les yeux vers le ciel d'une blancheur laiteuse et je fis ce serment devant Dieu « Je reviendrai ». Vous venez d'entendre un résumé de la première partie du livre. Voici maintenant un résumé de la suite du texte. En 1951, Mariette et son père arrivent en Amérique, chez Rivka, la cousine de son père. Mariette s'aperçoit que seules les personnes âgées parlent encore le yiddish et l'anglais devient sa nouvelle langue. Mais elle continue d'écrire en français. Elle découvre le confort, la télévision, la vie facile, mais elle déteste la cuisine américaine. Elle réalise aussi qu'elle a plus de famille qu'elle ne l'imaginait. Son père trouve un emploi de tailleur et épouse Molly, qu'il lui présente un jour sans prévenir. Mindele, c'est Molly, ma femme. Ce fut un choc pour Mariette, qui n'aime pas cette femme. Elle la trouve envahissante et se réfugie dans le sous-sol, lieu de solitude et d'intimité. Elle y découvre la chanson française et la voix d'Édith Piaf, qui devient pour elle un refuge. Grâce à La vie en rose, elle participe à un concours de radio où, pour la première fois, Molly s'intéresse à elle. Désireuse de se fondre dans son nouveau monde, Mariette décide de se couper les cheveux très courts, contre l'avis du coiffeur, et elle ressort déçue. Elle ne ressemble pas à Édith Piaf. Un été, la tante Rivka lui trouve une place de baby-sitter chez les Cohen. En pleine nuit, monsieur Cohen l'agresse. Mariette se tait, ne sachant à qui parler, change de famille de babysitting, mais garde cette blessure en elle. Plus tard, un autre homme chez qui elle travaille aussi abuse à son tour de sa confiance. Mariette cherche des repères. Un professeur découvre que le français est sa langue maternelle. Ils ont de longues conversations. Plus tard, elle travaille dans une boutique et s'intéresse à la religion juive car à Brooklyn, tous ses amis sont juifs. Mindele a beaucoup d'amoureux. Elle rencontre Marvin, un jeune homme hongrois passionné de jazz. Puis, en 3e année d'université, elle tombe amoureuse de Simon. Et lorsqu'elle annonce à son père son mariage avec un non-juif, il lui dit « Mindele, je les ai tous perdus. Si tu l'épouses, je ferai le deuil de toi. » 6 mois plus tard, son père meurt et sa cousine Esther
lui dit qu'elle a tué son père. En vidant les armoires de son père avec Molly, elle tombe sur ses vieux vêtements. Celui qu'elle croyait immense lorsqu'elle était enfant lui semble soudain petit et vulnérable. En touchant ses habits, elle croit presque l'entendre chanter. Ensuite, Mariette devient la maîtresse d'un homme marié qui lui offre un voyage en Belgique sur les traces de son enfance. Elle se rend aussitôt rue Sainte-Anne où elle a vécu. La maison est à vendre, mais le voisin, M. Giannini, lui donne des nouvelles des uns et des autres. Elle poursuit son voyage jusqu'à Our, le village des tantes. Les retrouvailles sont très émouvantes. Elle retrouve sa chambre intacte, la table dressée, les rires du passé. Toute la soirée, elle entend « Tu te rappelles, Mariette, tu te rappelles ?» Bien sûr que Mariette se rappelle. Peu après, de retour aux États-Unis, elle rencontre Alan, un étudiant des beaux-arts qu'elle épouse. Elle croit au bonheur. Mais elle découvre la vie difficile d'un artiste torturé. L'appartement devient un atelier envahi de toiles et d'odeurs de peinture. En 1968, Mariette réalise à quel point l'œuvre de son mari est sombre lorsqu'elle voit pour la première fois ces tableaux exposés ensemble. Elle a le sentiment de le perdre. Elle se réfugie dans la musique française et dans l'amitié de Marie, sa voisine. Quand celle-ci retourne vivre en France, c'est un déchirement. Au contact de ses étudiants haïtiens, elle comprend qu'enseigner le français a un sens profond. Mais Alan la trompe et la quitte. Dévastée, Mariette sombre dans la dépression, puis se relève lentement. En 1975, à Manhattan, Mariette rencontre Ed. Elle choisit de le suivre en Iran, incapable de supporter une nouvelle séparation. Mariette tombe véritablement amoureuse de l'Iran, vit intensément son séjour. Elle découvre la beauté des paysages, les parfums, la lumière et la douceur du peuple iranien. À Shiraz, elle trouve une paix inattendue dans un sanctuaire. Elle s'émeut de la rencontre d'une juive, un catholique et un musulman. Ce dernier lui dit « Nous sommes les pans d'une même étoffe ». Ces mots la bouleversent. Peu après, Ed lui apprend qu'il est gay. À nouveau, Mariette écrit. C'est un doux poème sans colère qui exprime son manque. Mariette va voir les tantes une dernière fois chez elle avant qu'elle ne parte en maison de retraite. C'est la fin d'un chapitre, mais l'histoire ne fait que commencer. En 1993, elle part en Israël à la recherche des survivants de sa famille. Elle retrouve sa cousine Renée installée dans un kibboutz entourée de ses 22 petits-enfants. Renée lui dit que sa sœur, Sarah, qui a la clé de cette histoire, est réfugiée au Brésil. Mariette décide immédiatement d'aller la voir. Sarah lui raconte comment elle a sauvé les enfants. Elle avait vu Mina traîner Mariette hors de la maison. Elle s'était alors précipitée pour aller la chercher. Sarah avait compris qu'elle devait cacher non seulement Mariette, mais aussi les jumelles, loin de Mina, qui était prête à les dénoncer. Elle s'était donc adressée à l'église la plus proche, et le prêtre l'avait mise en relation avec une organisation clandestine qui cachait les enfants juifs dans des familles. C'est ainsi que Mariette fut placée au couvent Mater Dei, à Banneux. Sarah lui raconte aussi le jour où leur père, voulant aller acheter des cigarettes, a survécu miraculeusement en se glissant entre les lattes du train de déportation. On lui tira dans le dos, il tomba au sol et ne bougea plus. Ils pensèrent qu'il était mort, cela le sauva. Mariette, bouleversée, apprend que Joseph, le fils de Mina, était sympathisant nazi. Elle rencontre Max, le frère de Joseph, qui lui remet une enveloppe contenant des photographies, dont une de Joseph. Ce cadeau est le plus précieux qu'elle puisse offrir à André, la fille de Sarah, qui n'avait aucune image de son grand-père. Plus tard, dans les années 2000, hasard qui intrigue Mariette, elle rencontre Willem, un Allemand avec qui elle espère vieillir en paix. Mais un accident vasculaire le frappe. Après 4 mois de rééducation, elle comprend qu'il ne guérira pas. Aujourd'hui encore, Mariette repense à tout ce qui lui a donné la force de vivre. La mémoire, l'amour, la musique, et cette fois retrouvée en l'humain. Fragile mais tenace, comme la flamme du temple de feu qu'elle avait contemplé à Shiraz, en Iran.